Lors d'une fête dans un manoir, la serveuse est restée paralysée en voyant la photo du père de sa fille dans un cadre noir. Ce que la millionnaire a dit l'a laissée sans voix. La pluie fine de novembre tambourinait contre les immenses fenêtres de la demeure Lefebvre, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait parfaitement l'atmosphère de la soirée. Maryse Dupont, 28 ans, réajusta pour la 10e fois son uniforme noir de serveuse. Ses mains tremblantes trahissant non seulement sa nervosité, mais aussi son épuisement. Ce service supplémentaire n'était pas un choix, mais une nécessité désespérée. L'hôpital avait appelé la veille. Clara, sa petite fille de 6 ans, avait besoin d'une nouvelle série d'examens coûteux. Chaque battement irrégulier du cœur de son enfant était comme un coup de poignard dans sa propre poitrine. Le temps jouait contre elle, et l'argent filait entre ses doigts comme du sable fin. « Mademoiselle, les petits fours pour la salle et, s'il vous plaît. » La voix sèche du maître d'hôtel la ramena brutalement à la réalité. Maryse hocha la tête, saisit le plateau argenté et se dirigea vers l'aile est de la somptueuse demeure qui surplombait Lyon, depuis les hauteurs de Fourvière, le quartier le plus huppé de la ville. Un monde auquel elle n'appartiendrait jamais, la demeure Lefebvre resplendissait ce soir-là. Les lustres en cristal reflétaient 1000 éclats sur les invités élégants qui bavardaient en petits groupes, coupes de champagne millésimées à la main. Maryse se faufilait entre eux, invisible comme toujours pour ces gens fortunés. Personne ne remarquait la jeune femme aux traits tirés par les nuits blanches passées au chevet d'une enfant malade. Personne ne voyait les cernes dissimulées sous une fine couche de maquillage. Encore un peu de champagne. « Messieurs, dames », proposait-elle mécaniquement en tendant son plateau. C'était une réception en l'honneur de la Fondation cardiologique Lefebvre, avait-elle entendu dire. Quelle ironie! Ces gens qui levaient leur verre à la santé des autres pourraient en sauver Clara d'un simple chèque. Une somme qui ne représenterait qu'une goutte d'eau dans leur fortune colossale, en traversant le corridor principal, Maryse ralentit instinctivement. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans cette partie de la maison. Les murs étaient ornés de portraits de famille, des visages austères aux regards perçants qui semblaient la juger de leur cadre doré, et c'est là qu'elle le vit, sur une console en chêne massif décorée de roses blanches et de bougies, trônait une photographie dans un cadre noir, orné d'un ruban de deuil. Son cœur s'arrêta net, ses jambes devinrent coton, Adrien le Noir, ou du moins, c'était le nom qu'il lui avait donné, l'homme de 30 ans qu'il avait aimé passionnément pendant 8 mois, 7 ans auparavant, l'homme qui avait disparu sans laisser de traces lorsqu'elle, enceinte de 3 mois, avait finalement trouvé le courage de lui parler de ce bébé qui grandissait en elle. Le plateau échappa à ses mains tremblantes et se fracassa sur le sol de marbre. Le bruit métallique résonna comme un coup de tonnerre, figeant instantanément toutes les conversations. Un silence de plomb s'abattit sur la réception, tandis que les coupes brisées formaient des constellations de verre sur le marbre blanc. « Mon Dieu, ma fille, que vous arrive-t-il » Madame Elisabeth Lefebvre, 54 ans, s'approcha d'un pas vif. C'était une femme à la présence imposante, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés en un chignon élégant, son tailleur noir impeccable. Pourtant, ses yeux noisettes, bien que perçants, portaient une tristesse profonde que tout son argent semblait incapable d'effacer. « Vous êtes-vous blessée » demanda-t-elle d'une voix étonnamment douce. Mais Maryse ne pouvait détacher son regard de la photographie. Des larmes incontrôlables coulèrent sur son visage, tandis qu'elle pointait du doigt le portrait. Je le connaissais. Cet homme. Il était. Les mots moururent dans sa gorge. Le visage d'Elisabeth Lefebvre devint livide, d'un geste ferme mais étrangement maternel. Elle saisit le bras de Maryse et l'entraîna vers un bureau privé, loin des regards curieux des invités. « Bertrand, occupez-vous des invités », ordonna-t-elle au maître d'hôtel avant de fermer la porte. Le bureau était une pièce imposante aux murs tapissés de livres anciens. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les riches boiseries. Elisabeth désigna un fauteuil en cuir à Maryse, qui s'y laissa tomber, les jambes flageolantes. « Dites-moi tout », exigea Elisabeth, mais il y avait une supplication dans sa voix, pas de l'autorité. Maryse s'effondra, les mots se déversèrent comme un torrent trop longtemps contenu. Elle raconta sa rencontre avec Adrien dans un petit café du Vieux Lyon, où elle travaillait alors. L'homme charmant qui venait chaque jour, commandait toujours le même café serré, jusqu'à ce qu'il ose l'inviter,
Elle décrivit leur romance passionnée, les promenades le long des quais de Saône, les promesses chuchotées sous les étoiles, les projets d'avenir, puis comment tout s'était écroulé quand il avait simplement disparu après qu'elle eut mentionné timidement qu'il devait parler de quelque chose d'important. L'adresse qu'il lui avait donnée n'existait pas. Son téléphone était coupé. Le nom de famille Lenoir ne menait nulle part. C'était comme s'il n'avait jamais existé. « J'étais enceinte de 3 mois, murmura Maryse, le regard perdu dans les flammes. J'ai cherché partout. J'ai même engagé un détective avec mes maigres économies. Rien. Il s'était volatilisé. Elisabeth ferma les yeux, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, ils étaient rouges, brillants de larmes contenues. Mon fils, mon unique enfant. Sa voix se brisa. Son véritable nom était Adrien Lefebvre, et il est mort il y a 1 an dans un accident de voiture. Le choc traversa Maryse comme une décharge électrique. Adrien, mort. Ces 2 mots ne pouvaient exister ensemble dans la même phrase. Malgré sa disparition, malgré la douleur et la colère, une partie d'elle avait toujours imaginé qu'il vivait quelque part, peut-être heureux, peut-être avec des regrets, mais il est mort en emportant un secret qui m'a détruite lorsque je l'ai découvert, poursuivit Elisabeth. Il y a 6 mois, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé un journal intime caché. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de cuir marron usé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. Il a tout écrit ici. D'une voix entrecoupée, Elisabeth lut à haute voix. Adrien avait été diagnostiqué d'une cardiomyopathie héréditaire à 29 ans, une maladie dégénérative que les médecins avaient déclarée fatale. Il lui restait, au mieux, 5 années à vivre. Lorsqu'il avait rencontré Maryse, il connaissait déjà sa sentence de mort, mais il était tombé éperdument amoureux. Quand elle a mentionné que nous devions parler, j'ai paniqué, avait-il écrit. J'ai deviné pour la grossesse, et je n'ai pas eu le courage de condamner Maryse et un enfant à me voir dépérir lentement. J'ai utilisé une fausse identité précisément pour qu'elle ne puisse jamais me retrouver. Je voulais qu'elle continue sa vie, qu'elle trouve quelqu'un en bonne santé, qu'elle soit heureuse. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues des 2 femmes. « Il y a plus », dit Elisabeth, la voix brisée. Durant les derniers mois de sa vie, Adrien était tourmenté par le remords. Il a engagé des détectives pour vous retrouver, mais vous aviez déménagé 2 fois, changé de nom de famille en faisant les papiers de l'enfant seul. Elle ferma le journal, caressant doucement la couverture, comme si elle touchait son fils. Il est mort sans savoir s'il avait vraiment eu un enfant, mais il a laissé tout son patrimoine par testament à Maryse Dupont et l'enfant que j'ai abandonné. S'il existe, j'ai passé cette dernière année à vous chercher. Maryse resta pétrifiée, assimilant ces révélations qui bouleversaient tout ce qu'elle avait cru pendant 7 ans. Mais le pire restait à venir. « Votre enfant, quel âge a-t-il » demanda Elisabeth. « Elle a 6 ans. Elle s'appelle Clara. Et elle, a-t-elle des problèmes de santé ?» Le sang de Maryse se glaça dans ses veines. Elle est née avec une cardiopathie congénitale, la même que... Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Le silence entre elles était assourdissant. La condition d'Adrien était héréditaire. Il avait transmis à Clara la sentence qui l'avait tourmentée. C'était la raison de sa fuite. Non seulement pour épargner Maryse, mais par culpabilité paralysante d'avoir peut-être transmis cette malédiction, Elisabeth s'effondra en sanglots. « Ma petite fille souffre de la maladie qui a tué mon fils, et je ne savais même pas qu'elle existait. » La douleur dans sa voix était viscérale, presque insupportable, dehors. La pluie s'était intensifiée. Martelant les vitres comme les battements affolés de leur cœur brisé, dans une maison remplie d'invités venus célébrer la générosité des Lefebvre envers les malades cardiaques, 2 femmes venèrent de découvrir qu'elles étaient liées par bien plus que le hasard, par un amour perdu, une enfant malade et un héritage de souffrance qui demandait réparation. La tempête s'était calmée à l'extérieur, mais dans le bureau d'Elisabeth Lefebvre, l'orage émotionnel ne faisait que commencer. Maryse fixait le journal intime d'Adrien, posé sur la table basse entre elles, comme s'il s'agissait d'un objet dangereux, prêt à exploser au moindre toucher. « Je peux » demanda-t-elle en tendant une main hésitante. Elisabeth hocha la tête et lui tendit le carnet. Le cuir était doux sous ses doigts, usé au coin. Témoignant des nombreuses fois où Adrien l'avait manipulé, Maryse l'ouvrit délicatement, comme si elle craignait que les pages ne s'effritent. L'écriture fine et penchée d'Adrien lui sauta aux yeux, cette écriture qu'elle n'avait vue que sur quelques mots doux glissés dans sa poche ou sous son oreiller. 15 mars 2017.
Le DR, Moreau a confirmé aujourd'hui ce que je redoutais. Cardiomyopathie hypertrophique familiale. Stade avancé. Pronostic. 5 ans. Peut-être moins. Comment annoncer ça à ma mère, qui n'a que moi? Maryse tourna quelques pages, son cœur battant à tout rompre. 28 septembre 2017. Je l'ai revue aujourd'hui, Maryse. Elle m'a servi le même café que d'habitude, avec ce sourire qui illumine toute la pièce. Je ne devrais pas y retourner. C'est injuste envers elle. Mais ces quelques minutes chaque jour sont devenues mon oxygène. Les larmes lui brouillaient la vue. C'était comme entendre Adrien lui parler depuis l'au-delà. 12 novembre 2017. Je l'ai embrassé ce soir, au bord de la Saône. Les lumières de la ville se reflétèrent dans l'eau, mais rien n'était aussi brillant que ses yeux. Je suis le pire des égoïstes. Je n'ai pas le droit de l'aimer, pas avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais je n'ai jamais rien ressenti de tel. Elisabeth s'était levée pour servir 2 verres de cognac. Elle entendit un à Maryse qui l'accepta machinalement, sans quitter des yeux le journal. 14 février 2018, je lui ai dit que je m'appelais Adrien Lenoir, que j'étais consultant et que je voyageais beaucoup. Des mensonges. Je ne suis qu'un lâche qui se cache derrière une fausse identité, mais je veux juste être un homme normal pour elle, pas l'héritier des Lefebvre, pas un condamné à mort, juste un homme qui l'aime. Un sanglot s'échappa de la gorge de Maryse. Elisabeth vint s'asseoir à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. 7 mai 2018. Elle veut qu'on parle de quelque chose d'important. J'ai vu son regard, cette façon qu'elle a de poser sa main sur son ventre quand elle pense que je ne regarde pas. Je sais ce qu'elle va m'annoncer. Un bébé. Notre bébé. Mon cœur défectueux a engendré une vie. Quelle cruelle ironie. Et maintenant, je dois prendre la décision la plus difficile de ma vie. Il a compris avant même que je lui dise, murmura Maryse, incrédule. 9 mai 2018, c'est fait. J'ai disparu. J'ai détruit mon téléphone, quitté l'appartement que je louais sous mon faux nom. La douleur est insupportable. Son visage quand je l'ai quitté hier. Après notre dîner, sans savoir que c'était la dernière fois, je l'ai embrassée si fort qu'elle a ri. On se voit demain, a-t-elle dit. Non, mon amour, jamais plus. C'est mieux ainsi. Tu mérites quelqu'un de sain, qui pourra t'aimer et voir grandir votre enfant. Pas un mort en sursis. Maryse referma brusquement le journal, incapable d'en supporter davantage. Elle se leva d'un bond, les jambes tremblantes, et fit quelques pas vers la fenêtre. Lyon s'étendait sous ses yeux, ville des lumières et des ombres, où quelque part, sa petite Clara dormait sous la garde de Madame Joubert, leur voisine. Clara, ma petite fille. La voix d'Elisabeth était à peine audible. Parlez-moi d'elle. Maryse se retourna, essuyant ses larmes d'un revers de main. Elle lui ressemble tellement, les mêmes yeux noisettes, le même sourire en coin. Elle est intelligente, courageuse, bien plus que son âge. Elle a dû grandir vite, avec ses séjours à l'hôpital. Sa maladie, est-ce la même ? Demanda Elisabeth, craignant déjà la réponse. Cardiopathie congénitale. Les médecins n'ont jamais pu déterminer précisément le type, mais Maryse s'interrompit, réalisant soudain « Mon Dieu, c'est héréditaire, si j'avais su, si les médecins avaient su que son père... » « Vous ne pouviez pas savoir, » la rassura Elisabeth en se levant à son tour. « Mais maintenant, nous savons, et nous allons agir. Je veux la rencontrer, Maryse, dès demain, si vous le permettez. » Maryse hésita. Cette femme élégante qui vivait dans ce palais était si loin de son univers, de leur petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Avec ses meubles dépareillés et ses murs aux peintures écaillées, elle est tout ce qui me reste d'Adrien, ajouta doucement Elisabeth, et tout ce qui vous reste de lui aussi. D'accord, acquiesça finalement Maryse. Demain, le lendemain matin, Elisabeth Lefebvre descendit de sa Mercedes noire devant un immeuble modeste de la Croix-Rousse. Son chauffeur lui ouvrit la portière, mais elle semblait hésitante, presque intimidée. Elle qui dirigeait l'une des plus grandes fortunes de Lyon se sentait soudain vulnérable face à cette rencontre imminente. Maryse l'attendait sur le pas de la porte de l'immeuble. Elle avait à peine dormi, rangeant frénétiquement leur petit appartement, inquiète du jugement que pourrait porter cette femme habituée au luxe. « C'est au 4e étage », prévint-elle. « L'ascenseur est en panne depuis 3 mois. » Elisabeth sourit faiblement. « J'ai besoin d'exercice. » Les 4 étages furent montés en silence, Elisabeth s'arrêtant régulièrement pour reprendre son souffle.
Maryse l'observait du coin de l'œil. Remarquant pour la première fois les signes de l'âge et de la fatigue sur ce visage aristocratique, l'appartement était petit mais propre, baigné de lumière grâce à ses fenêtres orientées à l'est. Des dessins d'enfants étaient accrochés au mur. Des plantes vertes égayèrent l'espace, et une odeur de pain frais flottait dans l'air. C'était un foyer. Modeste mais chaleureux. « Clara !» appela doucement Maryse. « Viens, ma chérie. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. » Une petite fille émergea de sa chambre, tenant un livre contre sa poitrine. Elle avait de longs cheveux bruns et des yeux noisettes profonds, les yeux d'Adrien. Elle portait une robe simple mais jolie, et Elisabeth remarqua immédiatement la cicatrice discrète qui dépassait du col rond, trace d'une opération cardiaque. « Bonjour », dit Clara poliment, avec cette gravité que seuls les enfants souvent malades possèdent. Elisabeth resta figée, le souffle coupé. C'était comme voir Adrien enfant, avec ses boucles brunes et cette façon de pencher légèrement la tête quand il était curieux. « Bonjour, Clara », répondit-elle enfin, la voix tremblante. « Je m'appelle Elisabeth. Vous êtes l'amie de maman. » Elisabeth regarda Maryse, ne sachant que répondre. Comment expliquer à une enfant de 6 ans cette situation invraisemblable ? « Elisabeth est... » commença Maryse, cherchant ses mots. Elle connaissait ton papa. Les yeux de Clara s'agrandirent. Son père était un sujet rare, presque tabou. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il était parti avant sa naissance et que sa mère devenait triste quand elle posait trop de questions. « Vous connaissiez mon papa ?» demanda-t-elle en s'approchant d'Elisabeth. Soudain très intéressée, Elisabeth s'agenouilla pour être à sa hauteur, ignorant la douleur dans ses genoux. « Oui, ma chérie. Ton papa était... mon fils. » Clara fronça les sourcils, essayant de comprendre cette révélation. « Alors vous êtes ma grand-mère ?»« Oui, » murmura Elisabeth, les larmes aux yeux. « Je suis ta grand-mère, et je viens seulement de découvrir que tu existais. » Sans hésitation, avec cette spontanéité propre à l'enfance, Clara s'avança et entoura de ses petits bras le cou d'Elisabeth. Ce geste simple brisa quelque chose en elle, et la vieille dame éclata en sanglots, serrant contre elle cet enfant qu'elle n'avait jamais connu, ce miracle qu'elle pensait impossible. Maryse observait la scène, partagée entre l'émotion et l'appréhension. Cette femme était-elle venue pour prendre sa place, pour juger sa façon d'élever Clara, pour l'accuser d'avoir caché l'existence de sa petite fille? Comme si elle lisait dans ses pensées, Elisabeth leva les yeux vers Maryse. « Merci », articula-t-elle silencieusement. « Merci d'avoir élevé cette merveilleuse enfant. » Clara s'écarta doucement. « Est-ce que tu as des photos de papa ? Maman n'en a qu'une, et elle est un peu abîmée. J'en ai des centaines, promit Elisabeth. Et des vidéos aussi. C'est vrai. » Les yeux de Clara brillaient d'excitation. « Je pourrais les voir. Bien sûr, quand tu voudras. Maintenant, » insista la petite fille avec l'impatience de son âge. Elisabeth regarda Maryse, sollicitant silencieusement son accord. « Peut-être pas aujourd'hui. »« Ma puce, » intervint Maryse. « Tu as rendez-vous chez le Dr Martin cet après-midi, tu te souviens ?» Le visage de Clara s'assombrit immédiatement. « Encore des piqûres. »« Juste des analyses, cette fois. » la rassura Maryse en caressant ses cheveux. Puis, se tournant vers Elisabeth, « Nous devons surveiller ses enzymes cardiaques tous les mois. » Elisabeth se releva, soudain déterminée. « Quel hôpital ?»« L'hôpital Édouard Herriot, » répondit Maryse, surprise par son ton. « J'aimerais vous accompagner. Si vous le permettez, ce n'était pas vraiment une question. Je connais personnellement le professeur Laurent, chef du service de cardiologie. Il pourrait examiner Clara. » Maryse hésita. Elle avait sa fierté, et l'idée que cette femme riche puisse soudain débarquer et tout arranger avec son argent et ses relations la mettait mal à l'aise. Mais en même temps, n'était-ce pas exactement ce dont Clara avait besoin? Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, une chance de vaincre cette maladie qui avait déjà emporté son père. Clara toussa légèrement, portant instinctivement sa main à sa poitrine. Un geste que Maryse connaissait trop bien et qui lui serrait chaque fois le cœur. « D'accord », céda-t-elle. « Nous pouvons nous retrouver à l'hôpital à 14h. » « Parfait. » Elisabeth sourit, puis s'agenouilla à nouveau devant Clara. « Et ce week-end, si ta maman est d'accord, peut-être pourrais-tu venir voir les photos de ton papa chez moi. J'ai aussi un jardin avec une balançoire. » Clara se tourna vers sa mère, les yeux pleins d'espoir. Maryse acquiesça.
incapable de résister à ce regard, alors qu'Elisabeth s'apprêtait à partir. Elle s'arrêta sur le seuil et se tourna vers Maryse. « J'ai passé 1 an à vous chercher. 1 an à engager des détectives, à suivre de fausses pistes. Tout ça pour honorer la dernière volonté d'Adrien. Mais maintenant, je comprends que c'était bien plus important que cela. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage matériel, il s'agit de Clara, de sa santé, de son avenir. » Elle prit les mains de Maryse dans les siennes. « Je ne cherche pas à prendre votre place. Vous êtes sa mère, et vous avez fait un travail admirable en l'élevant seule. Mais laissez-moi vous aider. Laissez-moi faire partie de votre vie. Pour Clara, pour Adrien. » Maryse sentit les dernières barrières de sa résistance s'effondrer. Cette femme n'était pas une ennemie, mais une alliée dans le combat le plus important de sa vie. Sauver Clara. « D'accord, » murmura-t-elle. Pour Clara, derrière elle, la petite fille observait cette scène étrange, sans comprendre pleinement ce qui se jouait. Mais elle sentait que quelque chose d'important venait de changer dans sa vie, et pour la première fois, elle avait l'impression que son père invisible commençait à prendre forme dans son esprit. Non plus comme une absence douloureuse, mais comme un lien entre ces 2 femmes si différentes qu'il aimait toutes les 2. L'hôpital Édouard Herriot n'avait rien de luxueux. Les murs jadis blancs avaient jauni avec le temps. Les chaises de la salle d'attente avaient connu des jours meilleurs, et l'odeur d'antiseptique ne parvenait pas à masquer complètement celle de la maladie. Maryse y était habituée, ces couloirs. Elle les connaissait par cœur, tout comme les visages fatigués du personnel médical, et l'expression stoïque de Clara, lorsqu'une infirmière lui demandait de remonter sa manche pour une prise de sang. Mais aujourd'hui, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, détonnait dans ce décor familier. Elisabeth Lefebvre, dans son tailleur Chanel et ses escarpins assortis, attirait tous les regards. Assise droite sur une chaise en plastique inconfortable, elle feuilletait distraitement un magazine défraîchi tout en vérifiant régulièrement son téléphone. Elle avait passé plusieurs appels depuis son arrivée, parlant à voix basse. « Tu crois que ta grand-mère est une princesse ?» chuchota un petit garçon à Clara, les yeux écarquillés devant cette apparition élégante. Clara gloussa et haussa les épaules. Encore peu habituée à l'idée d'avoir une grand-mère, et encore moins une grand-mère qui ressemblait effectivement à une princesse de conte de fées, Clara Dupont appela une infirmière. Maryse se leva, prenant la main de sa fille. Elisabeth les suivit. Son assurance habituelle teintée d'une nervosité nouvelle. À leur grande surprise, ce n'était pas le médecin habituel qui les attendait, mais un homme plus âgé, au visage sévère adouci par un regard bienveillant. « Professeur Laurent », s'exclama l'infirmière. Visiblement étonnée, « Je ne savais pas que vous preniez en charge ce dossier. Changement de programme, Nathalie », répondit-il avec un sourire avant de se tourner vers Elisabeth. « Bonjour, Elisabeth. Cela fait longtemps. Merci d'avoir pu nous recevoir si rapidement. »« Antoine », dit Elisabeth en lui serrant la main. Maryse observait cet échange avec un mélange de surprise et d'appréhension. La facilité avec laquelle Elisabeth avait mobilisé un éminent cardiologue en quelques heures était à la fois impressionnante et légèrement intimidante. « Alors voici la jeune Clara », dit le professeur Laurent en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Ta grand-mère m'a dit que tu étais très courageuse. » Clara hocha la tête timidement, impressionnée par ce nouveau médecin. « Madame Dupont », continua-t-il en se relevant et en tendant la main à Maryse. « Je suis le professeur Antoine Laurent, chef du service de cardiologie. Elisabeth m'a contacté ce matin et m'a expliqué la situation. Avec votre permission, j'aimerais examiner Clara et revoir son dossier médical. » Maryse hésita. « Mais le Dorer, Martin suit Clara depuis sa naissance. Il connaît son cas mieux que personne. Martin est un excellent médecin, » acquiesça Laurent. « Mais étant donné les nouvelles informations sur l'historique familial, je pense qu'un nouvel avis serait bénéfique. J'ai traité le cas d'Adrien Lefebvre pendant plusieurs années. Cette révélation frappa Maryse. Cet homme avait connu Adrien, l'avait soigné, avait peut-être été le témoin de sa lente dégradation. Une vague de questions lui traversa l'esprit, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. « D'accord », accepta-t-elle finalement. L'examen fut long et minutieux. Le professeur Laurent ne se contenta pas de lire le dossier et d'ausculter Clara. Il demanda des examens complémentaires, fit venir un échographe dernier cri et passa près d'1 heure à étudier les images du cœur de Clara sous tous les angles. Dans la salle d'attente, Maryse et Elisabeth patientaient côte à côte, unies dans leur inquiétude mais séparées par tout un monde de différences. Le silence entre elles était lourd.
chargé de questions non formulées. « Comment avez-vous connu le professeur Laurent ?» demanda finalement Maryse pour briser la glace. « Il a été le médecin traitant d'Adrien pendant 7 ans, répondit Elisabeth, le regard perdu dans le couloir. C'est lui qui a diagnostiqué sa cardiomyopathie. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Ce n'était pas assez, murmura Maryse, regrettant immédiatement ses paroles quand elle vit la douleur dans les yeux d'Elisabeth. Non, ce n'était pas assez, admit-elle. Mais peut-être que pour Clara, ce sera différent. La recherche avance chaque jour. Un homme élégant d'une 40aine d'années traversa le hall d'entrée, attirant l'attention des 2 femmes, grand, le teint hâlé, les cheveux noirs impeccablement coiffés. Il dégageait la même aura de richesse et d'influence qu'Elisabeth. Quand son regard croisa celui de cette dernière, son visage se figea un instant, avant qu'un sourire calculé n'apparaisse sur ses lèvres. « Elisabeth, quelle surprise de te trouver ici. »« Pierre, » répondit-elle froidement, « que fais-tu à l'hôpital ? Simple visite de courtoisie, le conseil d'administration, tu sais bien. » Son regard se posa sur Maryse, l'évaluant rapidement. « Tu ne me présentes pas ton ami ?» Maryse sentit immédiatement une antipathie viscérale pour cet homme, au sourire trop parfait pour être sincère. « Maryse Dupont » intervint Elisabeth avec réticence. « Pierre Lefebvre, mon neveu. »« Enchanté, madame » dit Pierre en lui tendant une main que Maryse serra brièvement. « Dupont, ce nom me semble familier. » Un éclair de compréhension traversa son regard, si bref que Maryse crut l'avoir imaginé. « Que fait Clara ?» demanda-t-il à Elisabeth, ignorant soudain Maryse. « Elle va bien. »« Tu connais Clara ?» s'étonna Elisabeth. Fronçant les sourcils, Pierre eut un moment d'hésitation. « Tu m'en as parlé, non ? Une de tes œuvres caritatives, je présume. » Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, le professeur Laurent réapparut avec Clara qui tenait fièrement un sucette. « Il a dit que j'étais super courageuse », annonça-t-elle à sa mère avec fierté. « Le professeur Laurent a raison, tu es la plus courageuse », sourit Maryse en caressant ses cheveux. « Mesdames, pouvons-nous discuter dans mon bureau ?» demanda le médecin, son expression professionnelle masquant ses pensées. Pierre s'éclaircit la gorge. « Je devrais peut-être me joindre à vous, en tant que membre de la famille ?»« Ce ne sera pas nécessaire, Pierre », coupa Elisabeth sèchement. « Il s'agit d'une affaire privée. » Le bureau du professeur Laurent était à l'image de l'homme. Ordonné, austère mais confortable, avec des étagères croulant sous le poids de livres médicaux et des murs ornés de diplômes impressionnants. « Clara, aimerais-tu dessiner un moment pendant que je parle avec ta maman et ta grand-mère ?» proposa-t-il en lui tendant un bloc et des crayons. Une fois Clara absorbée par son dessin dans un coin du bureau, le médecin prit place derrière son bureau, joignant ses mains sous son menton. « Madame Dupont, j'ai examiné attentivement le cœur de Clara et revu l'ensemble de son dossier. Je peux maintenant confirmer ce que nous soupçonnions. Clara souffre de la même cardiomyopathie hypertrophique familiale qui a affecté son père. » Maryse sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle le savait, au fond d'elle-même, depuis sa conversation avec Elisabeth. Mais l'entendre confirmer par ce spécialiste rendait la chose terriblement réelle. « Quel est le pronostic ?» demanda Elisabeth, sa voix trahissant son anxiété malgré ses efforts pour rester calme. « La maladie est à un stade précoce, mais progresse plus rapidement que prévu pour son âge, » expliqua Laurent gravement. « Les traitements actuels peuvent ralentir cette progression. »« Mais quoi ?» insista Maryse au bord des larmes. « Mais ils ne peuvent pas l'arrêter complètement, sans intervention majeure. Je crains que l'issue ne soit similaire à celle d'Adrien. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Uniquement troublée par le grattement du crayon de Clara sur le papier, inconsciente de la gravité de ce qui se disait, « Il doit bien y avoir quelque chose à faire, » murmura Maryse, refusant d'accepter ce verdict. « N'importe quoi. » Le professeur Laurent ajusta ses lunettes, hésitant visiblement. « Il existe une procédure expérimentale, une intervention chirurgicale combinée à une thérapie génique, qui pourrait, en théorie, réparer les cellules cardiaques défectueuses. Elle a montré des résultats prometteurs chez l'animal, et les premiers essais humains ont commencé récemment aux États-Unis. Alors faisons-le, déclara Elisabeth sans hésitation. Ce n'est pas si simple, Madame Lefebvre. Premièrement, cette procédure n'est pas encore approuvée en France. Deuxièmement, elle est extrêmement coûteuse. Et troisièmement, elle comporte des risques significatifs. L'argent n'est pas un problème, affirma Elisabeth avec la certitude de ceux qui n'ont jamais eu à s'en soucier. Et concernant l'approbation, je suis sûre que vous avez des contacts qui pourraient accélérer le processus. Maryse se sentait complètement dépassée, en l'espace de 2 jours,
Sa vie avait basculé. Elle qui avait toujours lutté seule pour chaque centime, chaque médicament, chaque consultation, se retrouvait soudain face à une grand-mère prête à remuer ciel et terre pour sauver sa petite fille. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle doucement. « C'est beaucoup à assimiler. » Le professeur Laurent hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, mais je dois vous prévenir que le temps joue contre nous. L'état de Clara pourrait se dégrader rapidement. Je suggère que nous commencions dès maintenant un traitement plus agressif pour stabiliser sa condition pendant que vous prenez votre décision. » Clara leva la tête de son dessin. « Maman, regarde, j'ai dessiné notre famille. » Elle tendit fièrement sa création, sur le papier. 3 personnages se tenaient par la main. Une petite fille entre 2 femmes. L'une avec des cheveux bruns en désordre comme Maryse, l'autre élégante avec un chignon comme Elisabeth, et au-dessus d'eux, dans le ciel, flottait une figure masculine entourée d'un halo, comme un ange gardien. « C'est papa qui nous surveille depuis le ciel », expliqua-t-elle avec la simplicité déchirante de l'enfance. Maryse et Elisabeth échangèrent un regard, les larmes aux yeux, dans ce moment de pure vérité enfantine. Leur différence semblait soudain insignifiante face à l'essentiel. Sauver cette petite fille qui les unissait désormais, quoi qu'il en coûte. L'étude notariale Moreau & Fields, nichée dans un hôtel particulier du Vieux-Lyon, respirait la tradition et le prestige. Des boiseries sombres habillaient les murs, et le parquet ciré craquait légèrement sous les pas, dans ce temple du droit patrimonial. Les grandes fortunes lyonnaises s'étaient transmises de génération en génération depuis plus d'1 siècle. Maryse se sentait terriblement déplacée dans ce décor solennel, serrant nerveusement son sac à main élimé, même sa tenue, une simple robe noire empruntée à une amie pour l'occasion, semblait chuchoter qu'elle n'appartenait pas à ce monde. À ses côtés, Clara observait les lieux avec la curiosité innocente de l'enfance, impressionnée par les lourdes tentures et les bustes en marbre qui ornèrent le couloir. « Détends-toi », murmura Elisabeth, en posant une main rassurante sur son bras. « Tu es ici parfaitement à ta place. » Depuis 2 semaines, Elisabeth s'était imposée dans leur vie avec une délicatesse inattendue. Elle avait d'abord proposé de couvrir les frais médicaux de Clara, puis avait insisté pour organiser cette rencontre avec le notaire de la famille. Maryse avait initialement résisté, par fierté autant que par peur. Mais l'état de Clara s'était brusquement détérioré 3 jours plus tôt, nécessitant une hospitalisation d'urgence qui avait englouti ses dernières économies. La porte du bureau principal s'ouvrit, révélant un homme âgé au visage austère adouci par un regard bienveillant. « Madame Lefebvre », salua-t-il en s'inclinant légèrement. « Madame Dupont, je présume. Et voici la jeune Clara. Je suis maître Moreau. Veuillez entrer, je vous prie. » Ils pénétrèrent dans une vaste pièce dominée par un imposant bureau en acajou. Déjà assis face au notaire, se trouvait Pierre Lefebvre, qui les accueillit avec un sourire que Maryse trouva immédiatement faux. « Ma chère tante », dit-il en se levant pour faire la bise à Elisabeth. « Et mademoiselle Dupont, quel plaisir de vous revoir. » Son regard s'attarda sur Clara avec une curiosité qui mit Maryse mal à l'aise. « Pierre, je ne m'attendais pas à te voir ici », remarqua Elisabeth, une pointe de suspicion dans la voix. En tant que cousin germain d'Adrien et potentiel héritier, ma présence était nécessaire, répondit-il avec une assurance tranquille. Maître Moreau a bien fait de m'inviter. Le notaire s'éclaircit la gorge. J'ai effectivement contacté Monsieur Lefebvre en tant que partie prenante potentielle. La situation est inhabituelle. Tout le monde prit place, Clara s'asseyant sur les genoux de sa mère, soudain intimidée par l'atmosphère tendue. Bien, commença Maître Moreau en ajustant ses lunettes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du testament de feu Adrien Lefebvre. Comme vous le savez, Madame Elisabeth Lefebvre a récemment découvert l'existence de Madame Maryse Dupont et de sa fille Clara, qui serait l'enfant biologique d'Adrien Lefebvre. Pierre toussa discrètement. Serait étant le mot-clé ici. Maryse sentit la colère monter en elle. Mais Elisabeth lui fit un signe discret pour l'inciter au calme. « J'ai ici le testament qu'Adrien a rédigé 6 mois avant son décès », continua le notaire en sortant un document d'une chemise en cuir. « Si vous me permettez d'en lire les passages pertinents. » Il chaussa ses lunettes et commença à lire d'une voix monocorde. « Je, sous-signé Adrien Philippe Lefebvre, saint de corps et d'esprit, déclare que ceci est mon testament et l'expression de mes dernières volontés. Je lègue l'ensemble de mes biens, meubles et immeubles, ainsi que mes avoirs financiers et mes parts dans les entreprises familiales, à Maryse Dupont et à l'enfant que j'ai abandonné, si cet enfant existe,
Si Maryse Dupont ne peut être localisée dans l'année suivant mon décès, ou si aucun enfant n'est né de notre relation, je souhaite que ma fortune soit divisée entre ma mère, Elisabeth Lefebvre, pour moitié, et la Fondation pour la recherche cardiologique, pour l'autre moitié. Le notaire poursuivit sa lecture, détaillant les conditions et modalités, mais Maryse n'écoutait plus. Les mots d'Adrien, prononcés par la voix monotone de ce vieil homme, résonnèrent dans sa tête. Même dans la mort, Adrien avait pensé à elle, à leur enfant qu'il n'avait jamais connu. C'est absurde. L'exclamation de Pierre interrompit ses pensées. Comment pouvons-nous être sûrs que cet enfant est bien celui d'Adrien ? N'importe quelle femme pourrait se présenter avec une histoire similaire. Pierre, s'indigna Elisabeth, je suis désolée, ma tante, mais je dois penser aux intérêts de la famille, insista-t-il. Adrien était mon cousin, presque un frère pour moi. Je ne peux pas laisser sa fortune tomber entre des mains incertaines. Maryse se leva brusquement, serrant Clara contre elle. « Je ne suis pas venue ici pour l'argent », déclara-t-elle avec une dignité qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Je n'ai jamais rien demandé à Adrien de son vivant, et je ne demande rien maintenant. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Pierre avec un sourire condescendant. « Pour Clara », intervint Elisabeth avant que Maryse ne puisse répondre. « Ma petite fille a besoin d'un traitement coûteux, un traitement que son père aurait voulu qu'elle reçoive. »« Ah oui, cette mystérieuse maladie cardiaque, » murmura Pierre. « Comme c'est pratique. Cela suffit. » Le notaire frappa la table de sa main. « Van, Monsieur Lefebvre, votre comportement est inapproprié, cependant, » ajouta-t-il en se tournant vers Maryse. « D'un point de vue strictement légal, une preuve de filiation serait effectivement nécessaire. Un test ADN, » suggéra Pierre avec un sourire satisfait. « C'est la seule façon de savoir avec certitude. L'ADN d'Adrien a été conservé par l'hôpital lors de ses traitements, » confirma Elisabeth. « Et je suis certaine que Maryse n'a rien à craindre d'un tel test. » Maryse acquiesça, l'estomac noué. Elle n'avait aucun doute sur la paternité d'Adrien. Mais l'idée même de devoir le prouver, de soumettre Clara à un test comme si elle était une accusée devant un tribunal, la révoltait. « En attendant les résultats du test, » continua le notaire, « je suggère que nous discutions des besoins médicaux immédiats de l'enfant. » Il se tourna vers Maryse avec un regard compatissant. « Le professeur Laurent m'a contacté ce matin. Il m'a parlé d'une intervention chirurgicale expérimentale qui pourrait sauver Clara. » Pierre se redressa, soudain intéressé. « Combien ? Le coût total, incluant l'opération, les soins pré- et post-opératoires et les médicaments spécialisés, est estimé à 1,2 million d'euros, » annonça le notaire. Maryse étouffa un cri. C'était une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, encore moins rassembler. « C'est une somme considérable, » admit Elisabeth. « Mais la fortune d'Adrien peut largement y faire face. Une fortune qui n'appartient pas encore légalement à cet enfant, » rappela Pierre, « et qui ne lui appartiendra peut-être jamais. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Clara, sentant l'anxiété de sa mère, se blottit contre elle. « Maman, je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle. Maryse toucha son front. Il était brûlant. Une terreur familière lui serra le cœur. « Elle a de la fièvre, » dit-elle, la panique montant dans sa voix. Elisabeth se précipita vers elle, touchant à son tour le front de Clara. « Il faut l'emmener à l'hôpital, immédiatement. » Le notaire, alarmé, se leva. « Ma voiture est en bas. Je peux vous conduire. » Pierre observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de suspicion. Comme s'il soupçonnait une mise en scène pour attirer la sympathie. « Cette réunion n'est pas terminée, » protesta-t-il. « Elle l'est pour nous, » trancha Elisabeth en aidant Maryse à porter Clara qui commençait à gémir de douleur. Alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, Pierre les suivit dans le couloir. « Elisabeth, sois raisonnable, » dit-il, baissant la voix. « Tu ne connais cette femme et cet enfant que depuis quelques semaines. Tu ne peux pas engager la fortune familiale sur un coup de tête sentimental. » Elisabeth se retourna, le visage durci par la colère et l'inquiétude. « Cet enfant est le sang de mon sang, Pierre. Elle est tout ce qui me reste d'Adrien. Et contrairement à toi, je ne vois pas la fortune familiale comme une fin en soi, mais comme un moyen de faire le bien. C'est ce qu'Adrien aurait voulu. Adrien était naïf et idéaliste, » répliqua Pierre. « C'est pour ça qu'il s'est fait avoir par cette... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Clara, dans les bras de Maryse, fut prise d'une violente quinte de toux, suivie d'un gémissement de douleur qui glaça le sang des deux femmes. « Ma poitrine,
Ça fait mal, haleta-t-elle, les yeux écarquillés de peur. Élisabeth ne perdit pas une seconde de plus en discussion stérile. Elle guida Maryse et Clara vers la sortie, laissant Pierre seul dans le couloir, son expression passant de la contrariété à une résolution calculatrice. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme un coup près. Une nouvelle détérioration de la fonction cardiaque de Clara, le professeur Laurent, appelé en urgence, fut catégorique. « Nous n'avons plus le luxe d'attendre », déclara-t-il gravement. L'état de Clara se dégrade plus rapidement que prévu, sans cette intervention dans les prochaines semaines. Je crains le pire. Maryse, assise au chevet de sa fille endormie, leva des yeux rougis vers Élisabeth qui se tenait dans l'encadrement de la porte. « Je ne peux pas la perdre », murmura-t-elle. Pas elle aussi. Élisabeth s'approcha et prit sa main dans un geste spontané de réconfort. « Tu ne la perdras pas », promit-elle avec une détermination féroce. « Je vais m'occuper de tout. » « Comment ? Pierre va s'opposer à l'utilisation de l'héritage ? » « J'ai encore des ressources personnelles, » répondit Élisabeth. « Et surtout, j'ai une proposition à te faire. » Elle s'assit au bord du lit, contemplant le visage pâle de Clara. « Viens vivre au manoir avec Clara, le temps de son traitement. Tu seras plus proche de l'hôpital, et je pourrai vous aider au quotidien. » Maryse hésita. C'était une étape significative, bien au-delà des visites occasionnelles et des rendez-vous médicaux partagés. « Je ne sais pas, c'est votre maison, votre monde. » « C'était aussi le monde d'Adrien, » dit doucement Élisabeth. « Et c'est celui de sa fille, que vous le vouliez ou non. Clara a droit à cet héritage. Pas seulement l'argent, mais l'histoire, les souvenirs, la famille. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne cherche pas à vous acheter ou à vous contrôler. Je veux juste vous donner toutes les chances. Pour Clara, pour Adrien, pour nous trois. » Dehors, la nuit tombait sur Lyon, enveloppant la ville de son manteau sombre. Dans cette chambre d'hôpital aseptisée, deux femmes que tout semblait opposer trouvaient un terrain d'entente dans l'amour qu'elles portaient à une petite fille au cœur fragile, l'héritage le plus précieux d'un homme qu'elles avaient toutes deux aimé. Chacune à sa façon, le manoir Lefebvre se dressait comme un géant de pierre, au milieu de son parc centenaire. Maryse observait par la fenêtre de la chambre, qui lui avait été attribuée, les jardiniers, qui s'affairaient autour des massifs de roses. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle et Clara avaient emménagé dans cette demeure qui semblait tout droit sortie d'un autre siècle. 3 jours à s'adapter à un quotidien, où les repas étaient servis par une gouvernante discrète, où les draps étaient en lin égyptien, et où chaque objet semblait avoir une histoire plus ancienne que sa propre existence. Clara, elle, s'était adaptée avec cette facilité déconcertante propre aux enfants. Sa chambre, anciennement un petit salon transformé à la hâte pour l'accueillir, se trouvait juste à côté de celle de sa grand-mère. Élisabeth avait insisté sur ce point. Elle voulait être proche de sa petite fille, surtout la nuit, quand les crises cardiaques de Clara étaient les plus fréquentes. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle, s'écartant de la fenêtre. Élisabeth apparut, tenant à la main une boîte en bois sculptée. « Je vous dérange ?»« Non, pas du tout », répondit Maryse avec un sourire poli, malgré leur rapprochement. Elle continuait de se vouvoyer, comme si franchir cette barrière formelle représentait un pas qu'aucune n'était encore prête à faire. Clara dort. Oui, le nouveau traitement la fatigue beaucoup. Élisabeth hocha la tête, son visage trahissant son inquiétude. Le professeur Laurent a appelé. La date de l'opération est fixée, dans 3 semaines exactement. Maryse sentit son cœur s'accélérer. C'était à la fois trop proche et trop loin. Chaque jour qui passait avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête était une torture. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir ceci », reprit Élisabeth en indiquant la boîte. « Ce sont des photos d'Adrien, des souvenirs. » Elle s'assit sur le bord du lit et ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, soigneusement rangée, se trouvaient des dizaines de photographies, des petits objets, des lettres. « Je n'ai jamais été douée pour les albums », s'excusa Élisabeth avec un sourire nostalgique. Henri, mon mari, se moquait toujours de moi pour ça. Je gardais tout dans cette boîte. Maryse s'assit à côté d'elle, soudain avide de découvrir cet Adrien qu'elle n'avait jamais vraiment connu, l'Adrien Lefebvre, fils de bonne famille, héritier d'une fortune, et non l'Adrien Lenoir, simple consultant qu'il avait prétendu être. La première photo montrait un petit garçon aux boucles brunes, debout fièrement à côté d'un poney,
Son 6e anniversaire, expliqua Elisabeth. Il était fou de joie. Elle continua à parcourir les images, racontant l'enfance privilégiée mais solitaire d'Adrien, l'école privée, les vacances au bord de la mer, les Noëls fastueux. Il a toujours été différent, confia Elisabeth, en montrant une photo d'Adrien adolescent, à l'écart lors d'une réception mondaine. Introspectif, presque mélancolique, Henri disait qu'il était trop sensible pour notre monde. « C'est comme ça que je l'ai connu », murmura Maryse. Sensible, attentif, il remarquait des détails que personne d'autre ne voyait. Elisabeth acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous savez, j'ai toujours su qu'il menait une sorte de double vie, pas dans un sens scandaleux, mais il avait besoin d'échapper à tout ça. » Elle fit un geste vague englobant la maison. Il disparaissait pendant des jours, parfois des semaines. Je n'ai jamais insisté pour savoir où il allait. « Avec moi ?» réalisa Maryse. « Il était avec moi pendant ces périodes. Je pense qu'avec vous, il pouvait être lui-même, » dit Elisabeth doucement. Pas l'héritier Lefebvre, juste Adrien. Elle sortit une dernière photo, plus récente. Adrien, déjà visiblement amaigri, se tenait devant le manoir, l'air pensif. C'était quelques mois avant sa mort. Il savait déjà qu'il était condamné. Maryse prit la photo avec précaution, étudiant ce visage qu'elle avait tant aimé. Comment avait-elle pu ne pas voir les signes de sa maladie, les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, cette lueur de désespoir dans son regard? Il était doué pour cacher sa souffrance, dit Elisabeth, comme si elle lisait dans ses pensées. Même à moi, sa mère, peut-être surtout à moi. Un silence s'installa entre elles, ponctué uniquement par le bruissement des photos qu'elle manipulait délicatement. « Et son père ?» demanda finalement Maryse. « Henri ?» Le visage d'Elisabeth se ferma légèrement. Henri est mort quand Adrien avait 20 ans. Cancer du pancréas, fulgurant. C'est après cela qu'Adrien a commencé à s'éloigner de ce monde, à chercher autre chose. Elle rangea soigneusement les photos dans la boîte, sauf la dernière, qu'elle tendit à Maryse. « Gardez-la pour Clara, pour qu'elle sache à quoi ressemblait son père. » Maryse accepta ce cadeau avec émotion, touchée par ce geste. « Madame Lefebvre. » Mademoiselle Dupont, la gouvernante apparut à la porte. « Monsieur Pierre est ici, il insiste pour vous voir. » Elisabeth fronça les sourcils. « Dites-lui que nous descendons. » Pierre les attendait dans le grand salon, admirant nonchalamment un tableau de maître accroché au-dessus de la cheminée en marbre. Élégant comme toujours dans son costume sur mesure, il se tourna vers elles avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma chère tante, mademoiselle Dupont, comment va notre petite malade ?» Le ton faussement concerné irrita Maryse au plus haut point. « Clara se repose, » répondit-elle froidement. « Le traitement l'épuise. »« Oui, j'imagine que ces médicaments expérimentaux doivent être éprouvants, » acquiesça Pierre. « J'ai consulté le dossier médical. »« Tu as fait quoi ?» s'exclama Elisabeth. Outré, Pierre haussa les épaules. « En tant que partie prenante dans cette affaire d'héritage, j'ai le droit de m'assurer que l'argent d'Adrien est utilisé à bon escient. Tu n'as aucun droit sur le dossier médical de ma petite fille. » gronda Elisabeth. « C'est une violation flagrante de sa vie privée. J'ai simplement demandé l'avis d'un expert, » se défendit Pierre. Le DER Sophie Martin, cardiologue pédiatrique réputée, elle a accepté de jeter un œil au dossier et de rencontrer Clara. Le professeur Laurent est le meilleur spécialiste de France dans ce domaine, rétorqua Elisabeth. Nous n'avons pas besoin d'un second avis. Laurent est un vieil ami à toi, rappela Pierre. Il pourrait être influencé par votre relation. Le DER, Martin, en revanche, est totalement objective. Maryse observait cet échange, une boule d'angoisse se formant dans son estomac. Elle n'aimait pas la direction que prenaient les choses. « Que veux-tu, Pierre ?» demanda finalement Elisabeth, lasse de ses joutes verbales. « Je veux m'assurer que cet enfant est bien celle d'Adrien et qu'elle a réellement besoin de cette opération coûteuse. Est-ce si déraisonnable ?» Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, une petite voix les interrompit. « Bonjour. » Clara se tenait dans l'encadrement de la porte, pâle mais souriante, vêtue d'une robe de chambre en soie trop grande pour elle. Un cadeau d'Elisabeth. « Ma chérie, tu devrais être couchée, » s'inquiéta Maryse en s'approchant d'elle. « J'ai entendu des voix, » expliqua Clara en étudiant Pierre avec curiosité. « Tu es mon cousin ?» Pierre sembla momentanément déstabilisé par cette question directe. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « En quelque sorte, je suis le cousin de ton père. »« Tu lui ressembles ?» remarqua Clara. « Grand-mère m'a montré des photos. » Cette simple phrase,
frappa Pierre plus durement qu'aucun argument n'aurait pu le faire. La ressemblance entre Clara et Adrien était effectivement frappante. Les mêmes yeux, la même façon de pencher légèrement la tête quand elle était intriguée. « Tu as vu beaucoup de photos de ton père ?» demanda-t-il, soudain moins assuré. « Oui, plein. » Elle se tourna vers Elisabeth. « Grand-mère, tu peux montrer à cousin Pierre la photo où papa est sur le poney, celle où il a le même âge que moi. »« Bien sûr, ma chérie, » acquiesça Elisabeth en lançant un regard triomphant à Pierre. Tandis qu'Elisabeth partait chercher les photos, Pierre se releva, visiblement troublé. Maryse profita de ce moment pour s'approcher de lui. « Je comprends votre méfiance, » dit-elle à voix basse. « À votre place, je serais probablement aussi suspicieuse. Mais Clara est vraiment malade et elle est vraiment la fille d'Adrien. Le test ADN le prouvera. Les tests peuvent être falsifiés, » murmura Pierre, mais son ton avait perdu de sa conviction. « Regardez-la, » insista Maryse. « Vraiment, et dites-moi que vous ne voyez pas Adrien en elle. » Pierre observa Clara qui feuilletait maintenant un livre d'images, ses longs doigts fins tournant délicatement les pages, exactement comme le faisait Adrien, pour la première fois. Un doute sincère traversa son regard, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il le consulta rapidement et son expression se durcit à nouveau. « Je dois y aller, mes avocats m'attendent. » Il se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta à la porte pour ajouter « Le DR, Martin viendra demain à 14h. Je vous conseille de la recevoir. » « Ça ne peut qu'aider votre cause. » Après son départ, Maryse s'effondra dans un fauteuil, épuisée par cette confrontation. Clara vint se blottir contre elle. « Il n'aime pas qu'on habite ici », demanda-t-elle avec cette perspicacité troublante des enfants. « C'est compliqué, ma puce », soupira Maryse en caressant ses cheveux, « parce qu'il veut l'argent de papa pour lui tout seul. » Maryse échangea un regard avec Elisabeth qui venait de revenir avec les photos. Comment expliquer les complexités de l'avidité adulte à une enfant de 6 ans ? « Ce n'est pas tant l'argent qui l'inquiète, » intervint doucement Elisabeth. « C'est le changement. Nous avons chamboulé son monde bien ordonné, comme quand on ajoute une nouvelle couleur dans un dessin déjà terminé, » suggéra Clara. « Exactement, » sourit Elisabeth. « Certaines personnes n'aiment pas les nouvelles couleurs, mais moi, » ajouta-t-elle en embrassant le front de Clara. « Je trouve que vous êtes les plus belles couleurs qui soient apparues dans ma vie depuis très très longtemps. » Maryse sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette déclaration sincère. Pour la première fois depuis leur arrivée au manoir, elle commença à penser que peut-être, juste peut-être, elle pourrait vraiment y trouver leur place. Le DR. Sophie Martin était une femme de 35 ans à l'allure impeccable. Au regard vif et aux gestes précis, sa blouse blanche, parfaitement repassée, contrastait avec ses cheveux noirs coupés en un carré strict, tandis qu'elle examinait Clara avec une méticulosité presque mécanique. Maryse ne pouvait s'empêcher de la comparer au professeur Laurent, dont la chaleur paternelle mettait immédiatement les patients à l'aise. « Respirez profondément », ordonna le DR Martin en déplaçant son stéthoscope sur la poitrine de Clara. La petite fille obéit, habituée à ces examens répétitifs, dans le coin de la chambre transformée en salle d'examen. Elisabeth observait la scène, le visage tendu. L'intrusion de ce médecin envoyé par Pierre l'agaçait profondément, mais elle avait accepté cette consultation pour éviter d'alimenter les soupçons de son neveu. « Vous prenez quel médicament actuellement ?» demanda le docteur Martin sans lever les yeux de son bloc-notes. Maryse énuméra la liste des traitements prescrits par le professeur Laurent, le DR. Martin hocha la tête, notant scrupuleusement chaque détail. « Et ces crises nocturnes dont parle le dossier, quelle fréquence ?» « Presque chaque nuit, » répondit Maryse, la fatigue audible dans sa voix. « Parfois plusieurs fois. » Le DR, Martin termina son examen en silence, puis rangea ses instruments dans sa mallette en cuir. « Je voudrais parler aux adultes. »« Maintenant » déclara-t-elle. « Clara, tu peux nous attendre dans le jardin. Ta gouvernante est en bas. » Une fois Clara sortie, le DR, Martin s'assit au bord du lit, croisant ses jambes élégantes. « Je vais être directe, » annonça-t-elle. L'état de Clara est effectivement grave. La cardiomyopathie hypertrophique est avancée pour son âge. Maryse et Elisabeth échangèrent un regard soulagé. Au moins, elle confirmait le diagnostic. Cependant, poursuivit le médecin, je ne suis pas convaincue que l'intervention chirurgicale proposée par le professeur Laurent soit la meilleure option. Elle est extrêmement risquée, avec un taux de réussite incertain. Quelles sont les alternatives ? Demanda Elisabeth,
méfiante. Un traitement médicamenteux plus conservateur, peut-être une transplantation cardiaque à terme. Maryse pâlit. Une transplantation. Mais les listes d'attente sont interminables. Clara n'a pas ce temps. Le déheur Martin haussa légèrement les épaules. C'est un dilemme médical délicat. Je transmettrai mon rapport complet à Monsieur Lefebvre. Après son départ, un silence pesant s'installa dans la pièce. Elle va conseiller à Pierre de bloquer les fonds pour l'opération, n'est-ce pas ? Murmura Maryse, anéantie. Élisabeth serra les poings. Je ne laisserai pas faire ça. Je vendrai mes bijoux s'il le faut. J'hypothéquerai cette maison. Elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone. C'était le notaire, annonçant que les résultats du test ADN étaient arrivés et confirmaient sans aucun doute possible la paternité d'Adrien. Pierre ne pourrait plus contester l'héritage sur ce point. Une petite victoire, mais insuffisante. Il leur fallait l'argent rapidement, avant la date de l'opération, et les procédures juridiques prendraient des mois. Il doit y avoir une solution, marmonna Élisabeth en arpentant la pièce. Elle s'arrêta soudain, comme frappée par une révélation. L'appartement d'Adrien. Adrien avait un appartement en ville, son pied-à-terre personnel, où il se réfugiait quand il voulait être tranquille. Je n'y suis allée que 2 ou 3 fois. C'est là que j'ai trouvé son journal. Vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres indices ? Je ne sais pas, mais nous devons essayer. Allons-y maintenant. L'appartement d'Adrien se trouvait dans un immeuble moderne du quartier de la Confluence. Là où le Rhône et la Saône se rejoignaient, c'était un loft spacieux et lumineux, avec de grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur les fleuves. L'endroit était impeccable. Élisabeth payait une femme de ménage pour l'entretenir, incapable de se résoudre à le vendre ou à le vider. En franchissant le seuil, Maryse sentit un frisson la parcourir. C'était comme entrer dans l'intimité d'Adrien. Dans sa tanière secrète, partout, des livres s'empilaient. Philosophie, poésie, médecine. Un piano à queue occupait un coin de la pièce, couvert de partitions. Il jouait, s'étonna Maryse. Magnifiquement, confirma Élisabeth, caressant les touches avec nostalgie. C'était son refuge. Maryse parcourut l'appartement, touchant du bout des doigts les objets qu'Adrien avait choisis, utilisés, aimés. La cuisine minimaliste mais équipée des meilleurs ustensiles. La bibliothèque remplie de classiques et d'ouvrages scientifiques. Le bureau en bois sombre couvert de notes et de croquis. « J'ai trouvé son journal dans ce tiroir », indiqua Élisabeth en désignant le meuble près de la fenêtre. Maryse ouvrit précautionneusement le tiroir. Il était vide, à l'exception d'une enveloppe jaunie. « C'est l'adresse de mon ancien appartement », murmura-t-elle en reconnaissant l'écriture d'Adrien. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une clé et un bout de papier portant un code. Probablement celui de l'immeuble. Il avait prévu de revenir, réalisa Maryse, la gorge nouée. Il avait gardé mon adresse, une clé. Élisabeth continuait de fouiller méthodiquement l'appartement. Elle s'arrêta devant un tableau abstrait accroché au mur, l'observant avec attention. « C'est étrange, » dit-elle. « Ce tableau n'était pas là la dernière fois que je suis venue. » Elle le décrocha, révélant un coffre-fort encastré dans le mur. « Connaissez-vous une combinaison qu'il aurait pu utiliser ?» demanda-t-elle à Maryse. Maryse réfléchit intensément. « Essayez le 0705. Notre première rencontre. » Le 7 mai. Élisabeth composa les chiffres. Le coffre resta verrouillé. Peut-être sa date de naissance, le 12 août 1989, 1208. Nouvel échec. Maryse repensa à leur conversation, à leur moment partagé. Le 2310, suggéra-t-elle soudain. Le 23 octobre, la première fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait, Élisabeth composa les chiffres. Un déclic se fit entendre. À l'intérieur du coffre se trouvait un second carnet, semblable au premier mais plus récent, ainsi qu'une enveloppe épaisse portant la mention « Pour Maryse et notre enfant ». Les mains tremblantes, Élisabeth tendit le journal à Maryse. « Je crois que c'est à vous de le lire en premier. » Maryse s'installa sur le canapé en cuir qui portait encore l'empreinte d'Adrien. Elle ouvrit délicatement le journal et commença à lire à voix haute. « 15 janvier 2021, j'ai engagé un détective pour retrouver Maryse. 3 ans se sont écoulés depuis ma lâche disparition. 3 ans à me détester chaque jour pour ce que j'ai fait. Mais je dois savoir, a-t-elle eu notre enfant? Est-elle heureuse? Le détective dit que ce sera compliqué. Elle a déménagé plusieurs fois, peut-être même changé de nom. » Maryse tourna quelques pages, la gorge serrée. 3 mars 2021, le détective a trouvé une piste,
une Maryse D, travaillant comme serveuse dans un restaurant du Vieux-Lyon. Je suis allée m'asseoir en terrasse aujourd'hui, et je l'ai vue, de loin. Elle est toujours aussi belle. Plus mince peut-être, plus grave. Elle servait un couple avec un enfant. Son visage s'est illuminé quand elle a parlé au petit garçon. Je me suis demandé si nous avions eu un fils. Elisabeth étouffa un sanglot. 20 avril 2021, le détective a découvert qu'elle a une fille. Clara, 6 ans. L'âge correspond. J'ai attendu près de leur immeuble aujourd'hui. Je les ai vus sortir ensemble. La petite lui ressemble tellement. Mais elle a mes yeux. J'en suis certain, ma fille. J'ai une fille. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. J'ai pleuré dans ma voiture pendant des heures. Maryse s'interrompit, sous le choc. Il nous a vus, il savait. Elle reprit sa lecture, les doigts crispés sur le carnet. 12 mai 2021. J'ai suivi Clara jusqu'à son école, juste pour la voir jouer dans la cour. Elle semble si fragile. Elle s'est arrêtée plusieurs fois pour reprendre son souffle. Mon cœur s'est serré. A-t-elle hérité de ma malédiction ? Cette pensée me torture. Un lundi 6 juin 2021, le détective a obtenu des informations confidentielles. Clara est suivie à l'hôpital Édouard Herriot pour une cardiopathie congénitale. Ma pire crainte est confirmée. Ma fille souffre à cause de moi, de mes gènes défectueux. Je ne me le pardonnerai jamais. Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Maryse. L'idée qu'Adrien les avait observées de loin, torturés par le remords et l'inquiétude, était presque insupportable. 15 juillet 2021. J'ai pris ma décision. Mon assurance vie est substantielle. 1 million d'euros. Assez pour payer les meilleurs traitements à Clara, mais elle ne sera versée qu'en cas de décès. Je suis condamnée de toute façon. Les médecins ne me donnent plus que quelques mois. Maryse s'arrêta, incapable de poursuivre. Elisabeth lui prit doucement le journal des mains et continua. 25 juillet 2021. Tout est planifié. La route de montagne, le virage dangereux, un accident tragique mais pas suspect. Personne ne saura que c'était délibéré. Ma mère trouvera mon journal. Elle comprendra. Elle cherchera Maryse et Clara. Elle les aidera. C'est ma seule chance de réparer un peu du mal que j'ai fait. 1er août 2021. Demain. C'est décidé. Pardon Maryse. Pardon Clara. Je vous aime plus que ma vie. C'est pourquoi je vous l'offre. Le silence qui suivit était assourdissant. L'horrible vérité planait dans la pièce comme un fantôme. L'accident d'Adrien n'en était pas un. Il s'était sacrifié, calculant froidement que sa mort valait plus que sa vie pour sauver sa fille. Il s'est tué, pour nous, articula péniblement Maryse. Elisabeth serrait le journal contre sa poitrine, secouée de sanglots silencieux. « Je n'ai rien vu », gémit-elle. Mon propre fils préparait son suicide. Et je n'ai rien vu. Maryse se leva et, dans un élan spontané, prit Elisabeth dans ses bras. Pour la première fois, les barrières sociales et les ressentiments s'effondrèrent complètement, laissant place à une douleur partagée et à une compréhension mutuelle. « Il nous a réunis », murmura Maryse. Dans sa folie désespérée, c'est ce qu'il a fait. Elles restèrent ainsi un long moment, unies dans leur chagrin, avant qu'Elisabeth ne se redresse et n'essuie ses larmes d'un geste déterminé. « L'enveloppe », dit-elle en la prenant dans le coffre. « Voyons ce qu'elle contient. » À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, une reconnaissance de paternité qu'Adrien avait fait établir secrètement, des directives pour ses avocats concernant son héritage, et surtout, des dossiers médicaux détaillés sur sa condition et sur les traitements expérimentaux qu'il avait envisagés. « Il a tout prévu », murmura Elisabeth. « Même sa mort, pour que Clara puisse vivre. » Sur le chemin du retour vers le manoir, les deux femmes gardèrent un silence respectueux, chacune absorbée dans ses pensées. La voiture longeait les quais de Saône. La ville s'illuminait progressivement dans le crépuscule naissant. « Nous ne pouvons pas laisser son sacrifice être vain », dit finalement Elisabeth. « Nous devons sauver Clara, quoi qu'il en coûte. » Maryse hocha la tête, une résolution nouvelle brillant dans ses yeux malgré la douleur. « Pour Adrien », murmura-t-elle. « Pour Adrien », confirma Elisabeth. Le téléphone d'Elisabeth sonna. Interrompant ce moment solennel, c'était le professeur Laurent, sa voix trahissant une urgence inhabituelle. « Elisabeth, il faut ramener Clara à l'hôpital immédiatement. Ses derniers résultats sont alarmants. Nous devons avancer l'opération. » Les couloirs aseptisés de l'unité de soins intensifs cardiologiques semblaient interminables.
Maryse avançait comme un automate, suivant la silhouette du professeur Laurent, qui marchait d'un pas vif devant elle. Elisabeth, à ses côtés, lui tenait fermement la main, comme si ce simple contact pouvait leur donner à toutes deux la force nécessaire pour affronter ce qui les attendait. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'appel d'urgence. 3 jours de tests, d'examens, de discussions médicales aux termes incompréhensibles. 3 jours à voir Clara s'affaiblir, son petit corps relié à des machines de plus en plus nombreuses. Nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire, expliquait le professeur Laurent, tandis qu'ils approchèrent de la salle de conférence. Les meilleurs spécialistes de cardiologie pédiatrique, de chirurgie cardiaque et de thérapie génique. Il s'arrêta devant une porte vitrée, derrière laquelle Maryse pouvait apercevoir plusieurs médecins en blouse blanche, penchés sur des dossiers et des écrans d'ordinateur. « Je dois vous prévenir », ajouta-t-il en baissant la voix. L'état de Clara s'est détérioré plus rapidement que prévu, la cardiomyopathie progresse de façon agressive, nous n'avons plus le luxe d'attendre. Maryse sentit ses jambes faiblir. Elle avait passé les dernières nuits au chevet de Clara, observant impuissante les moniteurs cardiaques, sursautant à chaque alarme, à chaque irrégularité. « Avancer l'opération de combien ?» demanda Elisabeth, pragmatique même dans la tourmente. « Nous proposons de l'opérer demain matin. » Sitôt, Maryse porta la main à sa gorge, comme pour empêcher un cri de s'en échapper. « Chaque jour compte désormais, » confirma le médecin avec gravité. « Mais il y a une complication supplémentaire. Leder Pascal, notre chirurgien principal, a été victime d'un accident de voiture hier soir. Rien de grave, mais il ne pourra pas opérer. » Elisabeth serra les dents. « Et le reste de l'équipe ? Personne n'a l'expérience spécifique de ce type d'intervention. C'est une procédure extrêmement délicate, à la frontière de l'expérimental. » Maryse sentit le désespoir l'envahir, si proche du but, et pourtant, il doit bien y avoir quelqu'un d'autre, insista Elisabeth, refusant d'accepter ce nouveau revers. Le professeur Laurent ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « J'ai contacté plusieurs confrères à travers l'Europe. La plupart ne peuvent pas se libérer dans un délai aussi court. Mais... » Il fut interrompu par l'arrivée d'une infirmière, légèrement essoufflée. « Professeur, il y a un médecin à l'accueil qui demande à vous voir. Il dit que c'est au sujet de Clara Dupont, un certain Dr. Mercier. » Laurent fronça les sourcils. « Je ne connais pas de Dr. Mercier. Il affirme avoir une expertise particulière dans ce type de cas. Je vais le recevoir. » Il se tourna vers Maryse et Elisabeth. « Attendez-moi ici, je serai bref. » 5 minutes plus tard, le professeur Laurent revint, accompagné d'un homme d'une trentaine d'années, grand, mince, aux cheveux bruns soigneusement coiffés et aux yeux noisettes perçants. Il y avait dans sa démarche assurée et son maintien élégant quelque chose d'étrangement familier. « Madame Lefebvre, Madame Dupont, permettez-moi de vous présenter le Dr Victor Mercier, cardiologue et chercheur à l'Université de Genève. » Le jeune médecin s'avança, tendant la main d'abord à Elisabeth, puis à Maryse. « Je vous présente mes excuses pour cette intrusion, » dit-il d'une voix posée. « Mais quand j'ai appris l'état de Clara, j'ai pensé que mon expertise pourrait être utile. Comment connaissez-vous ma fille ?» demanda Maryse, immédiatement sur la défensive. Victor hésita un instant, échangeant un regard avec le professeur Laurent, qui hocha imperceptiblement la tête. « C'est une histoire complexe. » Il prit une profonde inspiration. « Ma mère s'appelait Hélène Mercier. Elle a connu Adrien Lefebvre en 1988, lors d'un séjour à Genève. J'ai vu récemment dans la presse française qu'une enfant d'Adrien avait été retrouvée. » Elisabeth porta la main à sa bouche, stupéfaite. « Vous êtes... » ?»« Oui, » confirma-t-il doucement. « Je suis le fils d'Adrien. » Un silence assourdissant s'abattit sur le couloir. Maryse fixait l'homme, abasourdi, cherchant et trouvant les traits d'Adrien dans ce visage inconnu. Le même front haut, la même courbe des sourcils, la même fossette au menton. « C'est impossible, » murmura Elisabeth. « Adrien n'avait que 33 ans quand... »« J'ai 32 ans, » précisa Victor. « Je suis né quand Adrien avait à peine 18 ans. Il étudiait à Genève cette année-là. Ma mère était son professeur de littérature. » Elisabeth s'appuya contre le mur, visiblement ébranlée par cette révélation. « Il ne m'a jamais rien dit. Il ne savait pas, » expliqua Victor. « Ma mère ne lui a jamais annoncé sa grossesse. Elle a appris qu'il était le fils unique d'une famille fortunée et a craint qu'on l'accuse de vouloir profiter de la situation. Elle m'a élevé seule, me disant simplement que mon père était un étudiant français.
Comment avez-vous su, alors ? Demanda Maryse, encore sous le choc. J'ai développé les mêmes symptômes cardiaques qu'Adrien à l'âge de 25 ans, cardiomyopathie hypertrophique familiale. C'est ce qui m'a poussée à devenir cardiologue. D'ailleurs, ma mère a fini par me révéler l'identité de mon père quand ma maladie a été diagnostiquée. J'ai essayé de le retrouver, mais j'ai appris qu'il était décédé. Victor sortit de sa poche une photo jaunie. Un jeune Adrien souriant. Dans un parc genevois, ma mère avait gardé cette unique photo quand j'ai vu les articles sur l'héritage Lefebvre et cette petite fille malade. Sa voix se brisa légèrement. Clara est ma demi-sœur. Elle souffre de la même maladie que moi, que notre père. Mais j'ai peut-être une solution. Le professeur Laurent intervint, son visage s'animant pour la première fois depuis des jours. Le DR, Mercier a développé un protocole de traitement innovant pour cette forme spécifique de cardiomyopathie, une combinaison de chirurgie mini-invasive et de thérapie génique ciblée. Il l'a d'abord testé sur lui-même. « Sur vous-même » s'exclama Elisabeth, incrédule. Victor retroussa sa manche, révélant une longue cicatrice sur son avant-bras. « J'étais mon propre cobaye », admit-il avec un léger sourire. Désespéré et déterminé. Une combinaison dangereuse mais parfois productive. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Mon cœur fonctionne presque normalement maintenant. J'ai récemment obtenu l'autorisation de tester ce protocole sur un petit groupe de patients en Suisse. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Maryse le fixait, partagé entre espoir et méfiance. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ce traitement ? Il est encore expérimental, expliqua Victor, et spécifique à notre mutation génétique particulière. La publication officielle des résultats est prévue pour l'année prochaine. Mais Clara n'a pas ce temps. Il se tourna vers le professeur Laurent. J'ai apporté tous les dossiers, les protocoles, les résultats des essais, avec votre permission. J'aimerais les présenter à l'équipe. Le professeur acquiesça. Nous étions justement en train de discuter des options chirurgicales. Votre intervention est providentielle. Tandis que les deux médecins entraient dans la salle de conférence, Maryse et Elisabeth restèrent dans le couloir, abasourdis par ce nouveau développement. Un autre enfant d'Adrien, murmura Elisabeth. Un fils dont il n'a jamais su l'existence. Comme Clara, souffla Maryse. Leurs regards se croisèrent, partageant la même pensée douloureuse. Combien d'autres enfants Adrien avait-il pu avoir sans le savoir ? Combien d'autres portèrent peut-être sa maladie, sa malédiction génétique ? Une infirmière s'approcha d'elle, interrompant leurs réflexions. « Madame Dupont, Clara est réveillée et elle vous demande. » Dans sa chambre stérile, Clara semblait minuscule au milieu des draps blancs et des machines médicales. Son teint était d'une pâleur alarmante, ses lèvres légèrement bleutées. Mais ses yeux, les yeux d'Adrien, s'illuminèrent quand elle vit sa mère et sa grand-mère entrer. « Le docteur a dit que je vais avoir une grande opération demain », annonça-t-elle avec ce mélange de courage et de fragilité qui brisait le cœur de Maryse à chaque fois. « Oui, ma chérie, pour réparer ton petit cœur. J'ai peur », admit Clara en serrant son ours en peluche élimé, celui qu'Adrien lui avait offert sans qu'elle le sache, l'ayant déposé anonymement devant leur porte pour son 3e anniversaire. Comme ils venèrent de le découvrir dans son journal, Elisabeth s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de sa petite fille. « Tu sais quoi ? Un nouveau docteur très spécial est arrivé aujourd'hui pour t'aider. » « Spécial comment ?» Maryse et Elisabeth échangèrent un regard, incertaines de la façon d'expliquer cette situation complexe à une enfant de 6 ans. « C'est le fils de ton papa, » dit finalement Maryse, « ce qui fait de lui ton grand frère. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent de surprise et d'émerveillement. « J'ai un grand frère, pour de vrai. »« Oui, ma puce. Il s'appelle Victor. Il est docteur. »« Oui, et un très bon. Il a eu la même maladie que toi, et il a trouvé comment la soigner. » Cette révélation sembla apaiser Clara plus que n'importe quelle parole rassurante. L'idée qu'un frère, porteur du même sang, de la même maladie, avait trouvé un chemin vers la guérison, représentait un espoir tangible. Incarné, « Je veux le rencontrer », déclara-t-elle avec une détermination nouvelle, comme s'il avait entendu sa demande. Victor apparut à la porte, accompagné du professeur Laurent. Les deux médecins arboraient des expressions prudemment optimistes. « L'équipe est d'accord pour tenter l'intervention selon mon protocole », annonça Victor. « Nous opérerons demain matin à 8h. » Il s'approcha timidement du lit, incertain de la façon d'aborder cette demi-sœur qu'il venait de découvrir. « Tu es mon frère ?» demanda Clara directement.
avec cette franchise désarmante propre aux enfants. Un sourire illumina le visage de Victor, faisant ressortir sa ressemblance frappante avec Adrien. « Oui, je suis ton grand frère, et je suis très, très heureux de te rencontrer enfin, Clara. Tu vas réparer mon cœur. Je vais essayer de toutes mes forces, promit-il, soudain ému. Ton cœur et le mien sont pareils. Tu sais, ils viennent tous les deux de notre père. » Clara tendit sa petite main vers lui, l'invitant à s'approcher. Quand Victor la prit dans la sienne, Maryse fut frappée par la similitude de leurs doigts, longs, élégants, identiques à ceux d'Adrien. « Frère de sang », murmura Élisabeth en observant cette rencontre improbable. Les enfants d'Adrien, réunis par sa maladie, et peut-être sauvés par elle aussi. La nuit avant l'opération de Clara s'étira en heures interminables. Maryse, incapable de dormir, parcourait inlassablement le couloir entre la chambre de sa fille et la salle d'attente où Élisabeth, elle aussi éveillée, feuilletait machinalement des magazines sans les lire. Victor avait passé la soirée à expliquer en détail le protocole chirurgical à l'équipe médicale. Ils avaient en vue défiler des graphiques, des images en 3 dimensions du cœur de Clara, des séquences génétiques complexes projetées sur des écrans, la science à son plus haut niveau, mobilisée pour sauver cette petite vie précieuse. Vers 3 heures du matin, Maryse décida d'aller chercher un café à la machine du rez-de-chaussée. L'hôpital, plongé dans une semi-obscurité, semblait plus vaste et plus intimidant que jamais. Seul le cliquetis régulier de ses pas sur le linoléum brisait le silence oppressant. En approchant du distributeur, elle aperçut une silhouette familière qui lui tournait le dos. Une femme en blouse blanche consultant des dossiers, le DR, Sophie Martin. Que faisait-elle à l'hôpital en pleine nuit? Maryse s'apprêtait à rebrousser chemin quand son attention fut attirée par le dossier que consultait la médecin. Elle reconnut immédiatement la photo de Clara en haut de la première page. Poussée par un instinct maternel, elle se dissimula derrière un pilier et observa. Sophie Martin sortit un téléphone de sa poche et composa un numéro, même à distance. Maryse pouvait entendre le ton pressant de sa voix. « C'est moi, ils ont avancé l'opération à demain matin. »« Oui, 8 heures. Non, ce n'est pas Laurent qui va opérer. Un certain DR. Mercier est arrivé aujourd'hui. Apparemment, c'est un fils caché d'Adrien, tu imagines. » Maryse se figea. La médecin parlait à voix basse. Mais dans le silence de l'hôpital endormi, chaque mot résonnait distinctement. Le protocole a complètement changé. Oui, j'ai les nouveaux dosages. Je peux les modifier ce soir avant la préparation. Non, personne ne vérifiera à cette heure-ci. Un frisson glacé parcourut l'échine de Maryse. Cette femme planifiait quelque chose qui concernait les médicaments de Clara. Sophie Martin raccrocha, rangea le dossier et se dirigea vers les ascenseurs. Sans réfléchir, Maryse la suivit à distance, le cœur battant à tout rompre. Au 3e étage, la médecin pénétra dans une salle de préparation pharmaceutique, utilisant un badge pour déverrouiller la porte. Maryse attendit quelques instants, puis s'approcha discrètement, par la vitre de la porte. Elle pouvait voir Sophie Martin manipuler des flacons, remplacer des étiquettes, noter quelque chose dans un registre. Son sang ne fit qu'un tour. Quelles que soient ses intentions, cette femme trafiquait les médicaments destinés à Clara. Maryse chercha frénétiquement son téléphone pour appeler de l'aide, mais réalisa qu'elle l'avait laissé dans la chambre de Clara. À ce moment précis, le dehors, Martin se retourna et l'aperçut à travers la vitre. Leurs regards se croisèrent, celui de Maryse empli d'horreur, celui de Sophie d'abord surpris, puis calculateur. Sans attendre, Maryse courut vers l'escalier le plus proche. Elle devait prévenir quelqu'un, n'importe qui. Derrière elle, elle entendait la porte s'ouvrir, les pas précipités de la médecin. « Madame Dupont, attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. » Maryse ignora ses appels, dévalant les escaliers 4 à 4. Au détour d'un palier, elle percuta violemment quelqu'un qui montait. « Victor, Maryse, que se passe-t-il » Essoufflée, elle s'accrocha à ses bras. « Le DR, Martin. Elle manipule les médicaments de Clara. » « Je l'ai vue. Elle parlait au téléphone. » Victor la soutint, fronçant les sourcils. « Calmez-vous. De quoi parlez-vous exactement ?» À ce moment, Sophie Martin apparut en haut des escaliers, le visage déformé par la colère. « Elle délire, » lança-t-elle à Victor. « Le stress, sans doute. Je préparais simplement les doses préopératoires standards. »« Menteuse !» s'écria Maryse. « Je vous ai entendu au téléphone. Vous avez dit que vous alliez modifier les dosages. »
Victor regarda alternativement les deux femmes, son expression passant de la confusion à la méfiance. « Dehors, Martin, pourquoi êtes-vous ici à cette heure ? Les préparations préopératoires sont normalement faites par l'équipe du matin. » Sophie hésita, cherchant visiblement une explication plausible. « Je voulais simplement m'assurer que tout était prêt. Cette intervention est cruciale. Montrez-moi ce que vous prépariez, » exigea Victor, sa voix soudain plus dure. « Je ne vous dois aucune explication, Dehors, Mercier, » répliqua-t-elle avec dédain. « Vous débarquez de nulle part et prétendez tout révolutionner. Qui êtes-vous réellement ? Avez-vous seulement les qualifications nécessaires ? » Cette tentative de détourner l'attention ne fit qu'accentuer les soupçons de Victor. D'un pas décidé, il monta les escaliers, saisit fermement le bras de Sophie et l'entraîna vers la salle de préparation, Maryse sur leurs talons, à l'intérieur. Victor examina rapidement les flacons disposés sur le plan de travail. Héparine, propofol, lidocaïne. Il fronça les sourcils en lisant une étiquette. Ce dosage est 3 fois supérieur au protocole standard. Il se tourna vers Sophie, dont le visage s'était vidé de toute couleur. « Vous cherchiez à provoquer une hémorragie péropératoire ?» constata-t-il froidement. Avec ces doses, Clara n'aurait jamais survécu à l'intervention. Maryse étouffa un cri d'horreur. La médecin recula jusqu'au mur, acculée. « Je vais appeler la sécurité », déclara Victor en sortant son téléphone. « Attendez !» s'exclama Sophie, paniquée. « Ce n'était pas mon idée. On m'a forcée. »« Qui ?» demanda Maryse. Tremblante de rage. « Qui voudrait tuer ma fille ?» La médecin hésita, puis laissa échapper dans un souffle. « Pierre Lefebvre. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Victor, stupéfait, baissa son téléphone. Le cousin d'Adrien. Pourquoi voudrait-il ? L'héritage, comprit immédiatement Maryse. Sans Clara, l'argent lui reviendrait. Sophie acquiesça faiblement. Il m'a contacté après avoir appris l'existence de Clara. Nous avons une relation depuis quelques années. Il m'a demandé de surveiller la situation, puis de m'assurer que l'opération échoue. Vous êtes médecin, siffla Maryse avec dégoût. Vous avez juré de ne pas nuire. Il a menacé de ruiner ma carrière, se défendit faiblement Sophie. Il a des preuves concernant certaines irrégularités dans mes recherches passées. Victor s'empara des flacons compromettants. Je contacte immédiatement le professeur Laurent et la sécurité. Vous n'approcherez plus jamais Clara. Dans l'heure qui suivit, l'hôpital s'anima d'une activité frénétique inhabituelle pour cette heure tardive. Le directeur fut appelé. La police arriva. Des déclarations furent prises. Sophie Martin, escortée par 2 policiers, quitta l'établissement menotté, le visage dissimulé sous sa chevelure défaite. Au petit matin, Elisabeth fut informée de la situation. Son visage, déjà marqué par l'inquiétude, se décomposa à l'évocation du nom de Pierre. « Mon propre neveu », murmura-t-elle, incrédule, prêt à tuer une enfant pour de l'argent. « L'argent n'explique pas tout », intervint Victor, qui venait de terminer une réunion d'urgence avec l'équipe médicale. La police a découvert dans le téléphone du DR, Martin des messages suggérant que Pierre craignait autre chose. « Quoi donc ?» demanda Maryse. « L'existence d'autres enfants d'Adrien, apparemment, il soupçonnait que mon arrivée n'était que le début. Que d'autres héritiers légitimes pourraient émerger, réduisant sa part à néant. » Elisabeth s'assit lourdement, accablée par cette révélation. « Y en a-t-il d'autres enfants d'Adrien ?» demanda-t-elle doucement. Victor hésita. « Je ne sais pas, mais c'est possible. Adrien a voyagé, étudié à l'étranger, et sa maladie l'a peut-être poussé à fuir d'autres relations, comme avec Maryse. » Un silence pensif s'installa entre eux, chacun imaginant d'autres enfants, porteurs du même sang, peut-être de la même malédiction génétique, dispersés à travers le monde sans connaître leurs liens. « Pour l'heure, concentrons-nous sur Clara », déclara finalement Victor. « L'opération aura lieu comme prévu, avec une équipe entièrement renouvelée et vérifiée. » Il se tourna vers Maryse, son visage reflétant une détermination farouche. « Je voulais vous informer d'un détail important. Le protocole que j'ai développé comporte certains risques que je n'ai pas entièrement explicités hier. » Maryse se tendit. « Quel risque ? La thérapie génique ciblée que je propose n'a été testée que sur 12 patients, dont moi-même, 11 ont connu une amélioration significative, mais un patient est décédé durant l'intervention. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je crois fermement que c'est la meilleure chance de Clara, mais je voulais que vous le sachiez, que vous puissiez faire un choix éclairé. »
Maryse observa cet homme. Ce demi-frère surgit de nulle part, porteur à la fois d'espoir et d'incertitude. Il avait les yeux d'Adrien, des yeux incapables de mentir. « Que feriez-vous à ma place ?» demanda-t-elle simplement. Victor soutint son regard sans ciller. « Je tenterai. J'ai vu les derniers résultats de Clara. Sans intervention, elle n'a que quelques mois. Avec cette opération, elle a une vraie chance. » Maryse hocha lentement la tête. « Alors opérez, sauvez ma fille. » Dehors, l'aube pointait timidement, teintant le ciel lyonnais de rose et d'or. Une nouvelle journée commençait, peut-être la plus importante dans la vie de Clara, dans quelques heures. Son petit cœur fragile serait entre les mains de son frère, un frère qu'elle venait à peine de découvrir, comme si le destin, après avoir cruellement séparé les enfants d'Adrien, avait décidé de leur offrir une chance de rédemption, une chance de transformer la malédiction génétique en bénédiction. La tragédie en espoir. L'horloge de la salle d'attente indiquait 10h47. Cela faisait presque 3 heures que Clara avait été emmenée au bloc opératoire. 3 heures d'angoisse pendant lesquelles Maryse avait usé le sol à force de va-et-vient, incapable de rester en place, tandis qu'Elisabeth, assise rigidement sur une chaise en plastique, égrenait silencieusement son chapelet entre ses doigts aristocratiques. Les préparatifs de l'opération s'étaient déroulés dans une ambiance étrangement sereine. Clara, éveillée et lucide malgré la prémédication, avait serré la main de sa mère avec une force surprenante. « Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand j'avais peur du noir ?» avait-elle demandé à Maryse alors que les brancardiers s'apprêtaient à l'emmener. « Que tu n'es jamais vraiment seule », avait répondu Maryse, la gorge nouée. « Parce que tu es toujours là, même quand je ne te vois pas », avait complété Clara avec un petit sourire brave. « C'est pareil pour l'opération, hein ?» Maryse avait acquiescé, incapable de parler, submergée par l'émotion face au courage de sa fille. Le dernier regard échangé avec Victor avant qu'il n'entre au bloc avait été chargé d'une promesse silencieuse. Il sauverait Clara ou mourrait en essayant. Cette détermination farouche brillait dans ses yeux. Les mêmes yeux qu'Adrien, les mêmes yeux que Clara. Et maintenant, cette attente interminable. Pourquoi ça prend autant de temps ? Murmura Maryse, s'arrêtant devant la baie vitrée qui donnait sur la ville. Elisabeth leva les yeux de son chapelet. C'est bon signe. Laurent m'a expliqué que le protocole de Victor comprend plusieurs phases distinctes. S'ils en sont encore à opérer, c'est que Clara tient bon. Maryse s'efforça de trouver du réconfort dans ses paroles. Mais l'inquiétude lui tordait les entrailles. Son téléphone vibra. Un message du commissaire Renard qui dirigeait l'enquête sur Pierre et le DR Martin. Ils ont perquisitionné l'appartement de Sophie Martin, annonça-t-elle à Elisabeth après avoir lu le message. Ils ont trouvé des documents compromettants, des transferts d'argent de Pierre, des notes détaillées sur l'état de Clara. Elle nous espionnait depuis des semaines. Elisabeth serra les poings. Pierre a toujours été ambitieux, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse aller aussi loin. Ses paroles furent interrompues par l'arrivée d'un homme en costume sombre. Le visage grave, Maître Dufresne, l'avocat de Pierre, le présenta froidement Elisabeth à Maryse. « Que voulez-vous » L'avocat s'éclaircit la gorge. « Madame Lefebvre, Madame Dupont, mon client souhaite vous faire savoir qu'il n'était pas au courant des intentions du docteur Martin concernant l'opération. Vous osez venir ici avec de tels mensonges » s'indigna Elisabeth en se levant brusquement. « Alors que cette femme a avoué, alors que la police a trouvé des preuves, mon client admet avoir engagé le docteur Martin pour surveiller la situation, mais il nie catégoriquement avoir ordonné quoi que ce soit qui puisse mettre en danger la vie de l'enfant, insista l'avocat, impassible. Il suggère que le docteur Martin a agi de sa propre initiative, peut-être par jalousie ou... « Sortez » coupa Maryse, une colère froide dans la voix. « Sortez immédiatement avant que je n'appelle la sécurité. » L'avocat hésita, puis déposa une enveloppe sur la table basse. « Mon client propose un arrangement à l'amiable. Une compensation généreuse en échange d'un abandon des poursuites. » Elisabeth saisit l'enveloppe et la déchira en petits morceaux sans même l'ouvrir. « Dites à votre client qu'il n'y aura ni arrangement, ni clémence, qu'il se prépare à affronter non seulement la justice pénale, mais aussi mon armée d'avocats. Je veillerai personnellement à ce qu'il ne reste rien de sa réputation, de sa carrière ou de sa fortune quand j'en aurai fini avec lui. » Le ton glacial et la détermination implacable d'Elisabeth firent reculer l'avocat, qui s'éclipsa sans insister davantage. « Il y a du Henri en toi », commenta doucement Maryse, une fois l'homme parti. Cette façon de ne pas hausser la voix tout en étant absolument terrifiante
Un sourire fugace traversa le visage d'Elisabeth. Henri disait toujours que la vraie puissance ne crie jamais. Leur moment de complicité fut interrompu par l'arrivée du professeur Laurent, encore vêtu de sa tenue de bloc, le masque chirurgical baissé sous son menton. Son expression indéchiffrable fit bondir Maryse sur ses pieds. « Comment va-t-elle ? L'opération se déroule selon le protocole, répondit-il prudemment. Victor est remarquable. Sa technique est innovante et précise. Mais... Il hésita, cherchant ses mots. Mais quoi ? Pressa Elisabeth. Le cœur de Clara est plus fragile que nous ne le pensions. La phase de thérapie génique est critique. Victor a insisté pour que je vienne vous prévenir que nous entrons dans la partie la plus délicate de l'intervention. Maryse sentit ses jambes se dérober sous elle. Le professeur Laurent la soutint et l'aida à s'asseoir. « Que se passe-t-il exactement ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Pour simplifier, nous devons temporairement arrêter son cœur pendant que les vecteurs génétiques font leur travail. C'est une période extrêmement risquée. Arrêter son cœur, répéta Elisabeth, horrifiée. Sous circulation extracorporelle contrôlée, précisa Laurent. C'est une procédure qui a fait ses preuves. Mais dans le cas de Clara, il n'acheva pas sa phrase. Mais le message était clair. L'état de Clara rendait cette phase particulièrement périlleuse. Victor m'a demandé de vous dire qu'il fera tout ce qui est humainement possible, mais il voulait que vous soyez préparés, au cas où. Un silence glacial s'abattit sur la salle d'attente. Dehors, la vie continuait, indifférente. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais pour Maryse et Elisabeth, le monde semblait suspendu, retenant son souffle avec elle. « Je dois retourner au bloc », dit finalement Laurent. « Je vous tiendrai informé. » Après son départ, Maryse se tourna vers Elisabeth, les yeux brillants de larmes contenues. « Je ne peux pas la perdre, » murmura-t-elle. « Pas comme ça, pas après tout ce que nous avons traversé. » Elisabeth vint s'asseoir près d'elle et, pour la première fois depuis qu'elle se connaissait, la prit dans ses bras sans réserve, sans barrière sociale, deux femmes unies par l'amour d'une petite fille, par le souvenir d'un homme, par la peur déchirante de perdre le dernier lien qui les rattachait à lui. « Adrien veille sur elle », murmura Elisabeth, surprenant Maryse par cette expression de foi inattendue. Il ne permettra pas qu'elle le rejoigne si tôt. Les minutes s'étirèrent en heures. Midi passa, puis 1 heure, puis 2. Aucune nouvelle. Le silence du couloir n'était interrompu que par les pas occasionnels du personnel hospitalier. Les annonces distantes dans les haut-parleurs. À 14h38 précise, Maryse ne pourrait jamais oublier ce moment. Une alarme stridente retentit quelque part dans le bloc opératoire. Des voix précipitées, des pas rapides résonnèrent. Une infirmière passa en courant devant la salle d'attente. « Que se passe-t-il » tenta d'intercepter Elisabeth, mais la femme poursuivit sa course sans répondre. Maryse sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle savait, avec cette intuition maternelle qui ne trompait jamais, que quelque chose de grave venait d'arriver. « Clara » souffla-t-elle. Une prière, une supplique adressée à toutes les forces de l'univers. Le temps sembla se figer. Maryse se retrouva étrangement détachée, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Elle-même, immobile au milieu de la salle d'attente. Elisabeth, agrippée au comptoir des infirmières, exigeant des informations, les médecins et infirmières qui passaient en coup de vent, leurs visages tendus, puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, l'agitation cessa. Un silence oppressant s'installa, plus effrayant encore que le chaos précédent. Le professeur Laurent apparut enfin, son expression indéchiffrable. Il s'approcha lentement de Maryse et d'Elisabeth qui s'étaient instinctivement rapprochées l'une de l'autre. « Clara a fait un arrêt cardiaque pendant la phase critique », annonça-t-il gravement. Son cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 23 secondes. Maryse sentit le monde vaciller autour d'elle. 4 minutes, une éternité pour un cœur immobile, pour un cerveau privé d'oxygène. Est-elle? La question resta suspendue. Trop terrible pour être formulée entièrement. Victor a refusé d'abandonner, poursuivit Laurent. Il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une technique expérimentale qu'il développait en parallèle de son protocole principal. Il fit une pause, semblant lui-même avoir du mal à croire ce qu'il allait dire. Le cœur de Clara bat à nouveau. Elle est en vie. Un sanglot s'échappa de la gorge de Maryse. Mi-soulagement, mi-terreur. « Mais » demanda Elisabeth, percevant l'hésitation du médecin. « Mais nous ne savons pas encore si... Dans quel état elle sera quand elle se réveillera. Si elle se réveille,
L'interruption d'irrigation cérébrale a été significative. À cet instant, les portes du bloc s'ouvrirent, livrant passage à Victor. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses traits tirés par l'épuisement, sa tenue chirurgicale portait des traces de sang. Le sang de Clara, elle est stabilisée, annonça-t-il d'une voix rauque. Nous avons terminé l'intervention. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. Il s'avança vers Maryse, chancelant presque de fatigue. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, » murmura-t-il. « Tout ce qui était humainement possible, et peut-être même un peu plus. » Puis, à la stupéfaction générale, le médecin imperturbable s'effondra en sanglots. Comme si toute la tension, la peur et l'adrénaline des dernières heures le submergèrent d'un coup. « J'ai senti qu'il était là, » balbutia-t-il. « Adrien, notre père, quand je ne savais plus quoi faire, quand son cœur refusait de repartir, j'ai senti comme une présence qui guidait mes mains. C'est irrationnel, je sais, mais... » Maryse prit les mains de Victor dans les siennes, ses mains qui venaient de se battre pour la vie de sa fille, ses mains qui portaient le même sang qu'Adrien, que Clara. « Je te crois, » dit-elle simplement. Ils restèrent ainsi, formant un cercle improbable. La mère, la grand-mère, le frère, unis par l'amour d'une petite fille qui luttait entre la vie et la mort, et par le souvenir d'un homme qui, peut-être, veillait sur eux tous depuis l'au-delà. 7 ans plus tard, le jardin du manoir Lefebvre resplendissait sous le soleil de juin. Des lampions multicolores étaient suspendus aux branches des arbres centenaires. Des tables élégamment dressées s'alignaient sur la pelouse impeccable, et une grande banderole accrochée entre 2 chênes annonçait joyeusement « Joyeux 13e anniversaire ». Clara, assise sur un banc à l'écart de l'agitation, Maryse observait sa fille qui, au centre d'un groupe d'enfants, racontait une histoire avec force gestes expressifs. Grande et mince dans sa robe d'été bleu ciel, Clara avait cette présence lumineuse qui attirait naturellement les regards. Ses longs cheveux bruns cascadèrent librement sur ses épaules, et son rire cristallin résonnait dans le jardin comme une mélodie, qui aurait pu deviner, en la voyant ainsi pleine de vie, qu'elle avait frôlé la mort 7 ans plus tôt. Les jours suivant l'opération avaient été les plus longs et les plus angoissants de la vie de Maryse. Clara était restée dans le coma pendant 4 jours interminables, branchée à tant de machines que son petit corps semblait disparaître sous les tubes et les câbles. Victor n'avait pratiquement pas quitté son chevet, scrutant chaque paramètre, ajustant les traitements, refusant de s'avouer vaincu malgré l'épuisement. Puis, un matin, Clara avait simplement ouvert les yeux et demandé un chocolat chaud. Les médecins avaient parlé de miracle. Les tests neurologiques n'avaient révélé aucune séquelle de l'arrêt cardiaque prolongé. Quant à son cœur, il s'était remis à fonctionner normalement, comme si la malédiction génétique avait été effacée. « À quoi penses-tu » avec ce sourire mélancolique. Elisabeth s'assit à côté de Maryse, lui tendant une coupe de champagne. À 61 ans, l'élégante matriarche avait conservé sa prestance naturelle, même si quelques rides supplémentaires marquaient son visage et que ses cheveux, désormais entièrement gris, étaient recoupés en un carré chic qui adoucissait ses traits. « Je pensais au chemin parcouru », répondit Maryse en acceptant la coupe, à tout ce qui a changé en 7 ans. Elisabeth suivit son regard vers Clara. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle ressemble de plus en plus à Adrien. Et à toi aussi, ajouta Maryse avec un sourire. Cette façon qu'elle a de lever un sourcil quand elle est sceptique, c'est tout toi. Elles rirent doucement, complices. Le temps avait tissé entre elles un lien profond, transcendant les différences de classe et les circonstances extraordinaires de leur rencontre. « Maman, grand-mère !» appela Clara en accourant vers elle. Victor vient d'arriver avec Léa et le bébé. Les 2 femmes se levèrent pour accueillir les nouveaux venus. Victor, désormais directeur du département de cardiologie expérimentale à l'hôpital, s'avançait en poussant un landau, accompagné d'une jeune femme aux cheveux blonds coupés courts. « Désolé pour le retard », s'excusa-t-il en embrassant Maryse, puis Elisabeth. Adrien Junior a décidé de faire une crise juste au moment de partir. Clara se pencha aussitôt sur le landau, couvant du regard le nourrisson de 3 mois qui y somnolait paisiblement. « Il est tellement adorable, je peux le prendre ?»« Bien sûr », sourit Léa. « Tu es sa tante préférée, après tout. » Maryse observa avec émotion sa fille, qui prenait délicatement le bébé dans ses bras, lui murmurant des mots tendres. La vie avait pris un tournant si inattendu. Victor, après avoir sauvé Clara, était resté à Lyon pour suivre son évolution post-opératoire. Il avait fini par s'y installer définitivement
acceptant un poste prestigieux, créé spécialement pour lui, et avait fondé sa propre famille. « Comment va la fondation ?» demanda-t-il à Maryse après que Clara eut emmené le bébé montrer aux autres enfants, son neveu. « En pleine expansion, » répondit-elle avec fierté. « Nous venons d'ouvrir une antenne à Marseille, et le programme de dépistage génétique a déjà identifié 27 enfants porteurs de la même mutation qu'Adrien. La fondation Adrien Lefebvre, pour les cardiomyopathies infantiles, était née quelques mois après la guérison miraculeuse de Clara. Maryse, utilisant une partie de l'héritage d'Adrien, l'avait créée pour aider d'autres familles, confrontées à la même épreuve. Victor y apportait son expertise médicale, tandis qu'Elisabeth mobilisait son réseau d'influence pour lever des fonds. Et les recherches sur les autres enfants d'Adrien, demanda discrètement Elisabeth. Victor baissa la voix. Nous avons identifié avec certitude 2 autres cas, une fille de 22 ans à Barcelone et un garçon de 15 ans à Bruxelles, tous 2 porteurs de la mutation. Je dois les rencontrer le mois prochain. L'existence d'autres enfants d'Adrien n'était pas une surprise. Après la découverte de Victor, ils avaient compris que leur père, confronté à sa mortalité précoce, avait probablement fui d'autres relations, laissant derrière lui d'autres enfants qui ignoraient tout de leur héritage, génétique comme financier. « Clara est au courant ?» demanda Maryse. « Pas encore », répondit Victor. « Je voulais vous en parler d'abord. » Un bruit de verre brisé interrompit leur conversation. Au centre de la pelouse, un serveur avait renversé un plateau de champagne. Clara, qui passait à proximité avec le bébé, s'était écartée d'un bond pour le protéger, avec des réflexes surprenants. Ses aptitudes sportives sont impressionnantes, commenta Léa. Difficile d'imaginer qu'elle a eu des problèmes cardiaques. Le protocole de Victor a fait des miracles, approuva Elisabeth. Non seulement il a réparé son cœur, mais il semble l'avoir rendu plus fort qu'avant. Victor hocha modestement la tête. La science médicale progresse, mais certains rétablissements gardent une part de mystère. Un majordome apparut. Annonçant que le gâteau était prêt, Clara, rendant le bébé à sa mère, courut se placer devant la pièce montée à 3 étages couronnée de 13 bougies. Tous les invités se rassemblèrent autour d'elle, entonnant un joyeux « bon anniversaire ». Maryse se glissa aux côtés de sa fille, la couvant d'un regard empli d'amour et de fierté. Ces 7 années avaient transformé leur vie de façon inimaginable. De la modeste serveuse luttant pour joindre les 2 bouts, elle était devenue la directrice respectée d'une fondation influente. Du petit appartement décrépit de la Croix-Rousse, elles étaient passées à l'aile est du manoir Lefebvre, aménagé en appartements spacieux et chaleureux, mais la plus belle transformation était celle de Clara elle-même. Non seulement elle avait vaincu la maladie qui menaçait sa vie, mais elle s'était épanouie, entourée par une famille élargie et unie, portant fièrement l'héritage d'un père qu'elle n'avait jamais connu, mais dont elle connaissait maintenant chaque détail de la vie grâce aux récits d'Elisabeth et aux journaux d'Adrien qu'elle lui lisait régulièrement. « Fais un vœu, ma chérie », encouragea Maryse alors que Clara s'apprêtait à souffler ses bougies. Clara ferma les yeux un instant, puis souffla avec détermination, éteignant toutes les flammes d'un seul coup. Les applaudissements fusèrent de toutes parts. Pendant que le gâteau était découpé et distribué, Clara entraîna sa mère à l'écart. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle mystérieusement, sortant une enveloppe de la poche de sa robe. « Je voulais te l'offrir en privé. » Intriguée, Maryse ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une lettre manuscrite, rédigée de la fine écriture de Clara. « C'est mon projet pour le concours d'éloquence », expliqua la jeune fille. « Je vais parler de papa, de comment son sacrifice nous a tous sauvés, de la fondation, de Victor et des autres enfants qu'il a aidés. » Maryse parcourut le texte, émue aux larmes par la maturité et la sensibilité qui s'en dégageaient. « C'est magnifique, Clara. Ton père serait tellement fier de toi. Tu crois qu'il nous voit, parfois ?» demanda-t-elle doucement. « Tu crois qu'il sait que tout s'est bien terminé ?» Maryse enlaça sa fille, inspirant le parfum de ses cheveux, une fragrance de fleurs sauvages et de soleil. « J'en suis certaine, » murmura-t-elle. « Je crois même qu'il a aidé Victor pendant ton opération. » Clara hocha la tête, comme si cette confirmation apaisait une question longtemps portée. « Tu sais ce que j'ai souhaité en soufflant mes bougies ?» dit-elle avec un petit sourire malicieux. « On ne révèle pas ses vœux, sinon ils ne se réalisent pas. » la taquina Maryse. « Celui-ci se réalisera quand même, » affirma Clara avec conviction. « J'ai souhaité que la fondation trouve tous les autres enfants de papa, mes autres frères et sœurs, pour qu'on puisse être une vraie famille, tous ensemble. »
Maryse échangea un regard avec Victor qui s'était approché discrètement. Il hocha imperceptiblement la tête. Un message silencieux qu'ils partageaient le même objectif. « C'est un beau vœu », approuva Maryse. « Et je pense qu'il a de bonnes chances de se réaliser. » La soirée s'étira doucement dans la douceur de juin. Les invités s'attardaient dans le jardin illuminé par les lampions qui s'étaient allumés au crépuscule. Clara, au piano installé sur la terrasse, jouait une mélodie que son père avait composée. Elisabeth avait retrouvé les partitions dans son appartement et les lui avait offertes pour ses 10 ans, debout près du portrait d'Adrien, qui occupait désormais une place d'honneur dans le salon. Maryse contemplait cette vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette famille recomposée et élargie, née de la tragédie mais transformée par l'amour et le pardon. « On a réussi, Adrien », murmura-t-elle au portrait. « Ta fille est en bonne santé, ton fils est devenu un médecin brillant, ta mère est enfin en paix, et moi, j'ai appris à te pardonner, à comprendre ton choix impossible. Nous avons transformé ta malédiction en bénédiction, ton sacrifice en héritage de vie. » Une légère brise fit vaciller la flamme des bougies, comme si, quelque part entre les mondes, Adrien acquiesçait, apaisé de voir que son départ prématuré n'avait pas été vain, que son cœur défectueux avait engendré non pas la mort, mais une chaîne de vie sauvée et de liens renoués, plus forts que le sang, plus durables que le chagrin. « Ah maman !» appela Clara depuis le piano. « Viens chanter avec nous. » Maryse sourit au portrait une dernière fois, puis se tourna vers sa fille, vers l'avenir, le cœur léger et reconnaissant.